Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Comme annoncé, nous sommes bien au Bal des Sorciers pour un enregistrement spécial en public. Ça va tout le monde ? Croyez-nous, il y a vraiment un public là en vidéo, là on voit rien, mais... Autant que Taylor Swift hier soir, ouais, à Paris. Moins. Autant. Si on n'entend pas le bruit des gens qui font oui, je mettrai un bruit de stade, de foule, en délire. Et comme à l'accoutumée, enfin là c'est un peu spécial, mais comme à l'accoutumée, nous avons une invitée, auditrice. Bonjour. En la présence d'Océane. Ça va, Océane ? Ça va. Pas trop stressée. Un petit peu, mais ça va. Comme moi, t'inquiète. Bah, c'est vrai que déjà quand on reçoit des auditeurs et auditrices, souvent on peut avoir des gens un petit peu stressés, mais en plus on est à distance, les gens sont chez eux, là on est en public, c'est un peu spécial. Mais à chaque fois on commence le podcast en demandant aux auditeurs ou aux auditrices, c'est quoi ton profil de fan, comment tu as découvert Harry Potter, à peu près à quel âge, et puis ça quoi la place que ça prend dans ta vie aujourd'hui. Une trop grande place selon mon copain. Non, moi j'ai découvert Harry Potter par les films. Quand j'étais assez jeune, je me souviens qu'on les avait en DVD. Et c'est, je pense que c'est ma maman qui me les a fait découvrir. Je me rappelle pas très bien, mais ça m'a toujours plus ou moins suivie. Et j'ai lu les livres après le lycée, juste après le lycée. J'avais déjà essayé parce que mon frère les avait eus et j'avais lu le premier chapitre, je l'ai refermé, j'ai dit ouais c'est bien. Ça fait souvent ça avec le premier chapitre. En fait, on rentre pas tout de suite dans l'histoire, je trouve. Donc, mais par contre, j'ai carrément accroché sur les films et ça m'a suivi. En fait, je suis devenue fan d'Harry Potter avec les films. Okay. J'étais fan d'Harry Potter avant de lire les livres, donc forcément, quand j'ai lu les livres, en fait, j'ai découvert qu'il y avait 1000 choses de plus. Et en fait, j'étais trop contente de lire les livres parce que j'avais l'impression qu'on me donnait des nouvelles infos, alors qu'elles étaient là avant. Mais voilà. Et puis aujourd'hui, je suis un peu trop fan d'Harry Potter. Et je pense que ça s'est amplifié avec le podcast. Ok. Ah, donc t'écoutais le podcast à l'époque quand ça sortait Non, un peu après. Un peu après. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule, qu'il y avait des autres gens aussi hardcore. Même plus hardcore, malheureusement. Et tu dis que ça prend trop de place selon ton copain. Pourquoi il pense que ça prend trop de place ? Parce que je fais tout le temps des références. Tout le temps. Et pareil, j'essaye de placer chaque personne dans une maison. Même des non-fans. J'aime bien faire ça aussi. Des fois, on fait le jeu sur des personnalités publiques. J'adore ce jeu. Je fais avec vraiment les personnes de mon entourage où, vu qu'elles savent que je suis hyper fan d'Harry Potter, elles vont me dire bon, c'est quoi ma maison Bon, en tout cas, je suis très ravi de voir que tu viens de Serdaigle, donc la meilleure des maisons. Chapeau flou, pouf souffle. Mais oui, j'avoue, je vois pas que du bleu ici. Il y a quoi ? Gryffondor, Serpentard, Serdaigle aussi, Pouf souffle. On voit beaucoup de Serpentards, hein. Je me faisais la réflexion. Oui, il y a beaucoup de Serpentards. Oui, comme toujours. Et sans indiscrétion, t'as quel âge, Océane ? J'ai 28 ans depuis mardi. Ok, donc t'es un petit peu plus jeune que nous. Ouais. T'as pas pu découvrir le premier film au cinéma, t'étais trop jeune là pour le coup. Ouais. Mais même les autres, je suis pas allée les voir. T'es pas allée au cinéma ? Non. Ok, c'était vraiment DVD. Ouais. Ok, merci Océane, bravo de te lancer. T'as répondu à l'appel sur le Discord. Ouais. C'est pas facile comme exercice. Hein. Non. Donc, bravo à toi. Non. Même pour nous, donc on imagine pour les invités. En plus, j'avais peu d'espoir quand j'ai envoyé même mon vocal et tout. Je me suis dit bon. Bah non, regarde, t'es là. C'est beau. Hein. Et dans le public, est-ce que vous connaissez le podcast ? Ouais, je sais, on en a vu. Levez la main si vous connaissez le podcast, juste pour voir. Ok, bon, il n'y a pas besoin d'expliquer ce qu'on va faire. Par contre, je ne sais pas si vous êtes à jour, mais on en est au chapitre 25. Donc voilà, on en est au moment où la deuxième tâche approche, dans la coupe de feu, bien sûr, on en est au tome 4. Et même, j'ai envie de dire, la date approche dangereusement. Et on avait laissé notre ami Harry en plein stress par rapport à ça, par rapport à la deuxième tâche qui arrive. Alors Harry, il s'est dit qu'il était grand temps de mettre son ego de côté et de vérifier si les conseils que lui a donnés Cédric valent le coup. Et ces conseils vont nous amener à prendre un bain géant en compagnie d'une Mimi Géniarde un peu douteuse, à plonger dans l'eau donc, mais aussi dans un piège pourtant bien connu. Alors suivez-nous et attention à la marche.
25. L'œuf et l'œil. Nous retrouvons notre cher Harry qui organise une escapade pour percer le mystère de l'œuf d'or. Harry décide de suivre à contre-cœur les conseils de Cédric. Ne sachant pas combien de temps va lui prendre la résolution de l'énigme, il décide de prendre un bain de nuit et d'utiliser la salle de bain des préfets. Il y aura en effet moins de risques d'être dérangé. Harry commence à être un habitué des escapades interdites, on le sait bien, et il n'a aucune envie de renouveler l'expérience d'être pris en flagrant délit par un rusard, le concierge. Il décide donc de partir bien organisé. Il se munit bien évidemment de sa cape d'invisibilité, qui constitue l'objet le plus utile pour ce genre de sortie, et la carte du maraudeur. Inutile de vous la présenter, il s'en servira donc pour vérifier que personne ne s'approche de la salle de bain. Attends, Marina, juste, j'ai noté un truc. Quand Harry il sort de la salle commune de Gryffondor, si je me trompe pas, le mot de passe de la salle commune de Gryffondor, c'est banane frites. T'as noté Oui, ça? c'est ça, je vais en parler. Et tu sais, on se demande souvent, mais qui choisit les mots de passe des salles communes? Qui a choisi banane frites? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les préfets qui sont un petit peu en délire? Moi, je pense que c'est les préfets. Mais je pense que c'est les préfets aussi. Bon, banane frites, je ne sais pas si c'est leur meilleur. Et je trouvais aussi, dans ce chapitre, qu'il y avait énormément de rappels au tome d'avant, comme elle fait habituellement. Ouais. J'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et là, pour le coup, un peu comme le chapitre d'avant, si vous connaissez pas trop le livre, pour le coup, ça, vous allez découvrir parce qu'on est sur un chapitre qui n'a pas été complètement adapté au cinéma. Et c'était aussi pareil au chapitre précédent. Ça va revenir beaucoup pour le 4 aussi. Ouais, ça commence en tout cas. Il est beaucoup cuté pour le cinéma. Il est repassé là, il n'y a pas longtemps, à la télé. Et c'est vrai, j'ai repensé à ce que tu disais, comme quoi on avait l'impression qu'il avait été filmé en accéléré. Mais c'est vrai, on a l'impression que les scènes se succèdent hyper vite. Tout le temps. On a l'impression qu'on va faire une crise d'épilepsie en la regardant. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Il n'y a pas de transition. Donc, pour sortir de la salle commune incognito, il rejoue le même stratagème qu'il avait mis en place avec Hermione. Sauf que là, c'est Ron qui se trouve de l'autre côté et qui prononce le mot de passe « banane frites ». Ah, pardon. Ah oui, t'en étais pas encore là. Ah, j'ai anticipé, pardon. T'as anticipé. Ouais, donc t'avais bien noté le banane frites quand même. Oui, j'avais bien noté. Qui n'a aucun Comment sens. ne pas le noter? Équipé de la cape d'invisibilité et de la carte du maraudeur, ce n'est pas trop le top confort pour se déplacer, surtout quand on cherche la discrétion. Une fois arrivé devant la statue de Boris le Hagard, il voit la porte et murmure le mot de passe. Encore une fois, un super mot de passe. Fraîcheur des pins. Ouais, mais tu vois, là, ça fait sens, tu vois. Fraîcheur des pins. Ouais, mais ça me fait penser plutôt à des toilettes qu'une salle de bain, en fait. Ouais, c'est vrai. Fraîcheur de pain. Ouais, Ça me fait penser à un pchit-pchit qui pue la mort, en fait. Ouais, mais fraîcheur des pins, c'est mieux comme mot de passe que pchit-pchit qui pue la mort, tu vois. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Ouais. C'est plus classe. Ouais. Tu te rappelles Brise marine. J'ai des Fraîcheur océane. Fraîcheur océane. Oui, c'est vrai, en plus, ouais, Ça sent le je sens que ça vécu. existe vraiment. Ça sent le vécu que quelqu'un te l'a déjà sorti. Ok, ouais. Je crois qu'au podcast, on s'était déjà demandé pourquoi l'univers des toilettes était lié à l'univers des rochers et des petites pierres, des galets, etc. Bah pour la mer. Ouais. Mais Ah, déjà, la chasse d'eau. Mais pourquoi les toilettes ont rapport à la Bah, mer? l'eau, mer, marin. Chasse d'eau. Je cherche pas. Hein. Merci maman. Une fois la porte verrouillée derrière lui, Harry peut admirer la salle de bain réservée au préfet. Une lumière douce éclaire les lieux et tout est en marbre blanc. Il y a même la baignoire qui est de la taille d'une piscine où s'alignent des centaines de robinets d'or incrustés de pierres précieuses. On peut même y voir un plongeoir. Ouais, un plongeoir. Ouais. Un plongeoir normal. J'avais oublié ce détail. Enfin, c'est vrai que ça paraît énorme dans le film aussi. Incroyable. Mais C'est incroyable. Et du coup, il y a des gens qui prennent des bains ensemble. Ah, je vais y venir, attention, il va y avoir un débat. Il va y avoir un débat de grande qualité. Ouais, attends, c'est vrai que tu ouvres une porte, je sais pas si on a envie de la franchir. Là. Je l'ouvre cette porte, je vais l'ouvrir. Et donc, indice pour la suite, il y a même un tableau qui représente une sirène profondément endormie. Le lieu est vraiment magnifique, avec des rideaux de lin, des serviettes qui ont l'air tellement douces et moelleuses. Mais Harry il se demande bien ce qu'il fait là. Il ne peut pas s'empêcher de penser que Cédric lui a fait un mauvais coup. Il ne voit pas encore en quoi cette pièce peut l'aider pour résoudre l'énigme de l'œuf d'or.
Il se pose au bord de la piscine avec son équipement et ouvre quelques robinets du bain / piscine / baignoire. Des robinets dont on sort un mélange d'eau et de bain moussant qu'Harry ne connaît pas. Et j'ai noté que ça, il ne connaît pas parce qu'il ne connaît pas les magasins Lush. Je ne sais pas si vous connaissez, mais normalement, ça existe, cet endroit, plein de bains moussants. Et pas sûr que les Dursley lui faisaient prendre des bains très souvent. Non. Des bains aussi confort, en tout cas, non. Pour le coup, là, il y a toute une partie de ce chapitre. La deuxième partie n'a pas été adaptée. Mais là, cette partie qui est adaptée dans le film, c'est plutôt bien fait, je trouve, tous ces robinets de couleurs différentes. On a été au studio il n'y a pas longtemps, on peut revoir ces robinets-là. C'est plutôt bien fait comme scène. Après, je pense que je préfère le film que le livre, parce que dans le film, la sirène, elle est en vitrail. En mosaïque. En vitraux, ouais. Et oui, c'est joli. Ouais, c'est vrai. Et comme si tout n'était pas merveilleux, il y a des robinets dont s'écoulent des bulles de la taille d'un ballon de football et de l'autre de la mousse blanche comme de la glace. Et encore un autre projette des nuages pourpres parfumés. Bon, on est bien d'accord que s'il n'arrive pas à solutionner l'énigme dans cette salle de bain, au moins il aura pris le meilleur bain de sa vie. C'est clair. Ça, c'est pas négligeable. Ça vaut d'être préféré rien que pour ça. Hein. C'est clair. Et d'ailleurs, il va passer quelques instants à tester toutes les sortes de robinets. Et enfin, quand le bassin est rempli, Harry se glisse enfin dans le bain. Et donc là, je vais ouvrir la porte que j'ai hésité à ouvrir déjà. Donc la baignoire, elle fait la taille d'une piscine. Donc super question écolo. Écologie. Voilà, on est d'accord, déjà se pose la question de l'écologie. Ouais. Ils vont pas remplir le bassin pour une seule personne à chaque fois. Ils prennent des bains ensemble. Ouais, non, mais attends. C'est pas d'accord, non ? On peut se poser la question. Mais moi, j'ai pensé pareil, surtout au plongeoir. Qui ferait des plongeons genre tout seul ? Oui, on est d'accord. Une baignoire de la taille d'une piscine. Tu vas pas remplir ça pour toi toute seule. En fait, ça prend tout un autre sens quand tu as entendu un préfet dire « Bon, je vais prendre une douche ». En fait, non, ils se rejoignaient. Ah, mais il y a peut-être des douches. C'était piscine partie là-dedans. Il y a peut-être des douches. Ouais, en fait, je pense qu'il y a des douches à côté parce que là, c'est une piscine, quoi. Ouais, c'est un peu particulier. Et il y a trop de bains moussants, il faut aller se rincer après. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu indécent. Il y a de l'indécence dans cette salle de bain. En plus, c'est du marbre blanc. Enfin, tout est un peu très... Non, mais carrément, l'avantage d'être préfet, c'est ouf. Ouais. Après, il y a un préfet par année. Non, il y en a deux. Il y en a deux. Il y a un couple, ouais. Ouais, donc ça Attention, on fait des mathématiques. Ça fait 6 x 4, 24. Mais par année. Par année à partir de la 5e. Et après, par maison. Ah non. Mais surtout qu'il y a des préfets et des préfets en chef. Ah oui. Donc des préfets, il y en a à partir de la 5e année, si je dis pas de bêtises. Parce qu'ils peuvent être combien maximum dans cette piscine ? Non, mais il y a des soirées là-dedans. Non, mais il y a des soirées mousse. Soirées mousse. Il y a des soirées mousse. Il y a des soirées mousse clandestines entre préfets, c'est obligé. C'est obligé. Non, mais ici, ils prennent des bains ensemble, ils les prennent en maillot de bain ? On passe à la suite, Marina. Non, mais c'est la question. C'est la question que je me suis posée. Ouais, Qu'est-ce qui se passe dans cette salle de bain après minuit ? Est-ce que c'est... Vous le découvrirez en disant fraîcheur des plats. c'est ça. Le mot de passe. En plus, ça fait le mot de passe d'une vieille boîte de nuit oui. un peu trop louche. Mais tout est lié, tout est connecté. Bon, en tout cas, on retrouve notre Harry qui vit sa meilleure vie dans cette salle de bain. Elle est tellement profonde, la piscine est tellement profonde que ses pieds touchent à peine le fond. Et il peut même faire 2 longueurs pour revenir à l'endroit où il a laissé son œuf. Ouais, ça sert pas à se baigner, c'est une piscine, on est d'accord. C'est une piscine spa. C'est une piscine spa où tu peux faire des soins et tout ça. C'est une piscine. Il y a des douches à côté, c'est pas possible. Sinon, pour se laver, c'est pas possible. Bon, il retrouve son œuf et il l'ouvre. Et là, la même plainte assourdissante se fait entendre. Il ferme vite alors son œuf en espérant que le bruit n'attire pas Rusard. Ouais, Rusard dans la salle de bain, on veut pas être dans la même salle de bain que lui. En plus, on est d'accord qu'il est à poil, Harry. On va voir. Il a pas de. Oui. Ok. Il est en tenue c'est très important pour. Il est en tenue d'Ève. Oui, c'est très important pour. C'est très important pour la suite. Pour la suite. Oui. Accrochez-vous. Et donc du coup, c'est peut-être que Cédric souhaite pas qu'Harry se retrouve à poil devant Rusard, mais que Harry se fasse prendre par Rusard. Et d'ailleurs, ça va choper, punir par Rusard. En public, il n'y a pas de montage.
le public a vraiment l'esprit mal placé. Mais c'est bien parce que je me sens moins seule. Bravo, je vous félicite pas. C'est bien le public de la fréquence. On a le ça. public qu'on mérite, Marina. Bah c'est ça. Donc, il y a une voix qui se fait entendre. Non, ce n'est pas Rusard, petit coquin. Et donc, Harry il a tellement peur de cette voix qu'il laisse échapper l'œuf. Si j'étais toi, j'essaierais de le mettre dans l'eau. Et c'est notre Mimi Géniarde, qui ne paraît pas le moins gênée du monde de voir Harry nu. Et d'ailleurs, elle reproche au jeune sorcier de ne plus passer la voir. D'un air affligé, Mimi lui dit qu'il y a un moment, ça ne le dérangeait pas de venir la voir, puisqu'il venait même avec Hermione et Ron. En effet, on se rappelle, lors de la 2e année, ils se retrouvaient dans les toilettes des filles du 2e étage pour faire la préparation du polynectar. Donc Harry décide de s'arranger avec la vérité et dit à Mimi qu'il a eu des ennuis pour avoir été dans ses toilettes. Il y a un fond de vérité puisque Percy l'avait surpris à un moment donné, donc c'était plus sécure pour lui de ne plus y retourner. Oui, il s'en sort plutôt bien. Toujours un mensonge avec un fond de vérité. Voilà, c'est ça, exactement. C'est comme ça que notre mariage survit. Non, je plaisante. En public, c'est encore plus drôle. Ça va, je me mets pas trop de filtres, c'est bon. Mimi semble convaincue de cette explication, bien qu'elle reste maussade. Mais bon, c'est un état d'esprit pour elle. Jeu de mots intelligent. Elle répète à Harry qu'il doit mettre son œuf dans l'eau comme Cédric Diggory. Donc ça veut dire qu'elle a espionné Cédric aussi et qu'elle espionne donc tous les préfets à leur insu. Mimi Géniarde et le consentement, ça fait 2. Le beau Cédric. Ouais, c'est ça. Harry demande alors à Mimi de fermer les yeux pour qu'il puisse se hisser hors de l'eau et prendre son œuf. Harry plonge alors l'œuf sous l'eau et l'ouvre. Et là, miracle, la plainte se transforme alors en une chanson. Mais l'eau la rend inécoutable. Mimi lui glisse que lui aussi doit être sous l'eau pour l'écouter. Une fois assis au fond du bassin, il entend les paroles de l'œuf. Je vous évite la chanson. Je vais vous citer simplement les paroles. Je l'ai si tu veux. C'est vrai ? Tu veux que je la diffuse ? Allez, c'est parti. C'est en anglais. Non. Bon, là, c'est la première partie. Donc, du coup, traduction. Traduction. Descends nous visiter et entends nos paroles. Nous devons pour chanter être au-dessous du sol. À présent, réfléchis, exerce ton esprit. Ce qui t'est le plus cher, nous te l'avons ravi. Pendant 1 heure entière, il te faudra chercher, si tu veux retrouver ce qu'on t'a arraché. Après leur écouler, renonce à tout espoir. Tes efforts seront vains, car il sera trop tard. Et vous avez même mes bafouillements. C'est génial. J'ai préféré la version du film. On se demande pourquoi. Mais même dans le film, elle est moins... Enfin, je trouve que dans le film, un gamin de 14 ans, mais t'y crois en fait que si t'y arrives pas, ils vont mourir. Ah, tu veux dire la naïveté de Harry ? Mais ouais, quand on entend la chanson, par rapport au film, quand on entend la chanson dans le livre, je trouve que c'est carrément crédible qu'il aille libérer la petite sœur de Fleur. Bah surtout quand la première tâche ça consistait à affronter un dragon, tu peux te poser des questions parce que même si c'est à l'école, que c'est censé être surveillé comme tournoi, que c'est censé être plus sécurisé qu'avant, où il y a eu des morts, et bah bon, après la première tâche, ouais, tu peux te poser des questions. Après, ça reste de la naïveté quand même parce que je pense pas que Dumbledore. Non, mais ça reste de la naïveté d'adolescent parce qu'on se rappelle, le mur reste fermé de la gare au moment de faire leur entrée dans le Poudlard Express. Et au lieu de dire c'est pas grave, mes parents vont revenir et vont nous emmener à l'école, ils paniquent et volent la voiture de son père. Oui, ça mais non, mais c'est ça, nous on pense avec nos cerveaux d'adultes. Ouais. Faut se remettre à la place d'un enfant de 14 ans parce que t'es encore un peu enfant quand même. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu paniques. C'est souvent ce qu'on dit, c'est qu'on a tendance à juger beaucoup Harry sur ses actions, sur ce qu'il dit.
Mais on oublie vite l'âge en fait qu'il a. Alors après, le truc c'est qu'il y a Hermione qui est une génie entre les deux benets là. Mais c'est vrai qu'ils sont jeunes quand même, donc ça n'excuse pas tout, mais ça peut expliquer. Ouais. Puis on a tendance à oublier avec le temps nos réactions qu'on avait en lisant la première fois le livre. J'ai lu quand j'avais une dizaine d'années et je me rappelle plus de la réaction. Ouais. Si vraiment comme Harry, j'ai cru qu'ils allaient tuer pas les candidats, mais les... Bah si Harry était en danger de mort, quoi, pendant les tâches. Si Harry et puis Hermione et tout ça, ceux qui ont été enlevés, quoi. Ouais. Donc pour assimiler les paroles, Harry réécoute la chanson au moins 3 fois et réfléchit dans l'eau en barbotant. Il faut qu'il rende visite à des gens qui ne peuvent chanter qu'au-dessous du sol. Il ne voit pas de qui ou de quoi il peut bien s'agir. Mimi fait délicatement remarquer à Harry qu'il n'est pas très vif. Et ça a l'air de la réjouir, parce qu'Harry ne l'a jamais vue aussi joyeuse, sauf le jour où Hermione s'est retrouvée malheureusement avec une tête de chat en ayant un problème avec le polynectar. Harry cherche une réponse en regardant tout autour de lui, en partant du principe que les voix ne peuvent être entendues que sous l'eau. Donc ça ne peut être que des créatures aquatiques. Mimi lui confirme que c'est l'idée qu'a eue également Cédric Diggory, alors que toutes les bulles avaient disparu. On en parle ou pas de Mimi Géniard du coup? Bah, elle est super gênante. Elle est gênante. Mais carrément. C'est presque malsain, presque. C'est vrai quoi. Et dans le film, c'est pire parce qu'elle vient se coller à lui comme ça. Bah dans le film, du coup, ils ont joué vraiment cette carte-là de Mimi. Voilà. Est-ce que Cédric l'a vue ou elle est restée cachée aux yeux de Cédric ? Elle le dit dans le chapitre qu'il lui demande est-ce que tu fais souvent ça ? Et elle lui dit oui, ça m'arrive, mais c'est la première fois que je viens parler à... Oh, c'est tellement creepy. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Donc, tu veux toujours aller dans la salle de bain des préfets ? Bah, est-ce que j'intéresserais Mimi ? Je sais pas. C'est vrai. Si j'intéresse pas... Ouais, mais si j'intéresse... Oui, mais elle regarde tout le monde, elle l'a dit. Tout le monde, Marina. Je vais me mettre en maillot de bain. Je dis pas non à des super soins de chez Lush. Après, il y a un truc aussi par rapport au film... C'est que si je dis pas de bêtises, j'ai plus le nom de l'actrice en tête, mais je crois qu'elle est beaucoup plus âgée que. Elle a 37 réalité, ans. Elle avait 37 ans au moment à du tournage. l'époque, 37 ans. Et je pense que les scènes. Alors, je sais pas si ils ont tourné ensemble, parce que comme elle est sous forme de fantôme, je sais pas trop comment ça a été tourné, mais ça devait être un peu particulier pour Daniel Radcliffe, en plus de jouer cette scène avec quelqu'un. Bah, j'espère qu'il est en maillot de bain. Ouais. Oui, je pense que. Imagine, trauma. Parce qu'il parle souvent des scènes gênantes, des scènes des bisous, etc. Mais j'ai jamais entendu parler de cette scène entre Daniel Radcliffe et l'actrice qui joue Mimi Géniard. Oui, mais en même temps, je suis sûr que c'est un fond vert. Oui, c'est un fond vert. Elle n'est pas avec lui. Hein. Ouais, je pense pas. Non, elle n'est pas avec lui. Non, c'est pas la vraie Parce personne. que comme elle traverse l'eau et tout, je pense pas qu'ils aient joué ensemble. Même quand elle est à côté, ou peut-être que c'est des sortes de bâtons, comme il tient parfois pour représenter les personnes. Comme Dobby qui était une balle de tennis. Après, elle n'est pas en 3D, donc je sais pas. Oui, mais c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient fait ça comme ça. Hein. Non, mais carrément. Donc Harry continue ses réflexions, tout comme nous, et se demande qui vit dans le lac à part le calmar géant. Elle lui répond qu'il y a toutes sortes de créatures. Elle le sait puisque parfois, malgré elle, elle se retrouve là-bas quand quelqu'un tire la chasse d'eau. Alors moi, je dis karma. Karma, désolé. Harry continue... Non mais attends. Elle est horrible, cette image de Mimi Géniard. Et en plus, Harry, il se fait la réflexion. Mimi Géniard qui part dans la chasse d'eau avec ce qui va avec. Oui. Voilà. Non mais déjà, qu'est-ce qu'elle fait dans les canalisations ? On le cherche aussi. Mais carrément. Et puis, elle a toutes les toilettes, elle choisit les canalisations. Et puis moi, je me suis posé un truc, on parlait d'écologie tout à l'heure. Tu tires la chasse d'eau et ça va direct dans le lac ? Bah oui, mais nous, ça va dans la mer. Hein. Bah non, ça passe en station d'épuration. En station d'épuration. Mais après, ça va dans la mer, quoi. Ouais, mais là, il n'y a pas la station d'épuration. Ah oui, c'est vrai. Là, ça fait Poudlard, le lac. Attendez, mais il n'y a pas Victor Crumb qui se baigne dans le lac. Puis même la deuxième tâche. Ah mais c'est vrai. En fait, il faut pas éviter que les strangulos, il faut éviter un peu, voyez. C'est pas des strangulos en fait. C'est pas des strangulos, c'est pas des algues. C'est pas des algues. C'est une fosse septique ce lac. C'est pour ça que le lac il est si trouble. Ouais, c'est le lac noir en plus, il s'appelle comme ça. Bah voilà. Noir caca, hein, faut dire les choses. On a trouvé l'origine. Faut dire les termes. Hein. C'est très bizarre.
Et d'ailleurs, on avait déjà évoqué ce truc-là, mais en parlant de plomberie et de toilettes, il y avait Pottermore qui nous en avait appris un peu plus. Et parce que la plomberie est arrivée à Poudlard au XVIIIe siècle, à peu près en même temps que les moldus, parce que c'est une invention moldue. Et avant qu'il y ait des toilettes et de la plomberie, Pottermore avait dit que les sorciers faisaient ça un peu n'importe où, si l'envie leur prenait, caca, et ils faisaient ça, disparaître ça par la magie. J'aimerais bien voir la tête des gens qui nous entendent du bas de l'abbaye, parce qu'on est dans une salle à l'étage en charpente, et il y a une énorme enceinte, il y a un écho, et il y a des gens qui nous entendent en bas, et comme image, comme audio de notre podcast, pour nous découvrir. On parle toilette. Nous qui parlons de caca, quoi. En même temps, c'est une belle bande démo de notre podcast. Et puis, c'est pas nous qui le disons, c'est Pottermore. Un tweet de janvier 2019. Les sorciers faisaient disparaître leur caca par la magie, avant que les toilettes arrivent. Pourquoi ils continuent pas à le faire ? Parce que c'est plus écolo en plus Ouais, que de mais tirer ça va où de l'eau potable Ouais, mais dans une déchetterie à caca. Ouais, mais t'es en train de parler. Genre... Mais non, mais ça fait de l'engrais pour la botanique. Ouais, mais là, de la façon en plus dont Pottermore le disait, c'était un peu. Imagine une discussion entre Harry et Ron qui dit attends, 2 secondes. Evanesco, oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu disais ? Non, tu vois, c'était plus possible, quoi. Non, il fallait des toilettes. Mais tu laisses des cabines. Des cabines à Mais toilettes. oui. Ah non, mais mais c'est vrai que moi, j'imaginais pas des cabines. Ouais, par exemple, ils vont un renfoncement comme on a là aux fenêtres, là devant nous, dans la salle. Et ils se calent comme ça, ils font leurs petits besoins avec un petit rideau. Pottermore sous-entendait qu'il n'y avait pas... Ils faisaient ça vraiment, peut-être à l'écart, mais pas dans des lieux... Voilà, quoi, ils pouvaient... Comme dans les châteaux avant. Ils avaient une petite pièce... Un pot de chambre. Ouais, c'est ça. Après, non, mais ça peut être écologique jusqu'au bout, ça peut faire de l'engrais. Ça va avec le monde des sorcières, qui sont un peu à la ramasse. Nous aussi, les moldus aussi, parce que c'est pas nous. Ouais, c'est vrai que... passés au pot de chambre, tout ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Oui, pour le coup, j'aurais préféré être sorcier à l'époque, parce qu'au moins, tu faisais disparaître ça avec la magie, alors que les moldus avaient un peu le pot de plus chambre, fallait le vider. Ouais. Mais moi, je suis persuadée que faire disparaître par la magie, c'était le meilleur moyen que les toilettes. Et ça va, vous, sinon ? Ça vous plaît Ouais, je crois qu'il y a de la satisfaction. On peut continuer. Ils sont venus pour ça, pour ce genre de thème. Oui, ils ont quasiment tous levé la main quand on leur a dit « Est-ce que vous connaissez l'émission ?» Donc je pense qu'ils sont... ça va. Ils sont préparés. Personne n'est parti encore pour l'instant, donc non. Ça va. Ce serait drôle qu'on fasse croire que, comme on voit pas le public, que tout le monde est parti. À la fin, il reste plus personne. Donc Harry continue ses réflexions et se demande qui a une voix humaine dans le lac. Et là, le regard d'Harry se pose sur le tableau de la sirène endormie. Il demande alors confirmation à Mimi, qui le félicite. Il a mis moins de temps que Cédric à trouver la clé de l'énigme. Donc c'est ça la deuxième tâche, plonger dans le lac et trouver les sirènes. Et tout ceci lui rappelle qu'il n'est pas très bon nageur. Son cousin Dudley avait pu prendre des leçons de natation, contrairement à lui. Et puis comment il va pouvoir respirer sous l'eau ? Et il a le malheur de poser cette question à Mimi qui le prend comme un affront. Lui parler de respirer alors qu'elle ne peut plus le faire depuis une éternité. Harry a oublié la susceptibilité de Mimi. Et heureusement que tous les fantômes du château ne sont pas tous comme elle. Harry tente de s'excuser, mais Mimi s'est embarquée dans un monologue où elle se rappelle du jour de sa mort, où ils ont mis des heures à la retrouver. C'est Olive Hornby qui l'a retrouvée dans les toilettes, alors que le professeur Dippel l'avait missionné pour retrouver Mimi. Cette dernière voulait alors qu'elle se rappelle toute sa vie de ce jour et n'a cessé de la suivre, même jusqu'au mariage de son frère. Et là, je me suis dit, pourquoi elle voulait se venger de Olive alors qu'elle l'avait simplement trouvée ? Et je me suis rappelé, en fait, en regardant le wiki, qu'en fait, elle se retrouvait dans les toilettes parce que Olive s'était moquée de ses lunettes. Ouais. Et en fait, elle avait été dans les toilettes pour pleurer. Après, je crois que c'était pas la... Pardon. Vas-y. Je crois que c'était pas la seule fois, en plus, que Olive Hornby lui mettait la misère. Ouais, c'était peut-être son harceleuse, quoi. Je pense. Je pense que Mimi, c'est un peu l'harcelée qui devient harceleuse, quoi. Malheureusement, c'est un peu cyclique comme ça. Carrément. Mais moi, j'ai une pensée émue pour le frère, quand même, parce qu'apparemment, elle a foutu le sbul dans le mariage, mais c'était pas son mariage à elle, à Olive Hornby, celui de son frère. Donc, ouais. Et je crois même que du coup, le ministère a dû intervenir. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à Poudlard. Tu anticipes à nouveau. Ah, pardon. Bravo. Ouais. Je te félicite pas.
Normalement, c'est là où je coupe le micro et je dispute Jérémy, on part en dispute, menace de divorce, blablabla, et là on reprend. Mais Harry n'écoute pas le monologue de Mimi, il pense plutôt à la phrase « Ce qui t'est le plus cher, nous te l'avons ravi ». Ça veut dire qu'on va lui voler quelque chose et qu'il va devoir le récupérer. Mais quoi ? Mais plutôt qui ? Pendant ce temps, Mimi continue son monologue. Elle est arrivée au stade de son histoire où Olive Dornby a porté plainte auprès du ministère de la Magie contre elle et elle a été obligée de revenir à Poudlard et de s'installer dans les toilettes. Après, c'est elle qui a voulu s'installer dans les toilettes, je suppose. Je sais pas, ça lui a peut-être été offert, je sais pas. Est-ce que du coup, elle est rattachée au lieu de sa mort et donc du coup, elle doit passer le plus clair de son temps dans les toilettes ? Ou est-ce qu'elle est d'une nature un peu, pas nostalgique, mais mélancolique et du coup, elle se retrouve tout le temps sur le lieu de sa mort ? Sur le lieu de sa mort, ouais, je pense que c'est lié à ça, ouais. Ça pourrait correspondre à Mimi, ça. Ça me rappelle notre lecture du tome 2. On s'était posé pas mal de questions autour de Mimi Géniard à l'époque. Et notamment, là, c'est la question qui est, je pense, laisser sans réponse. Je trouve ça un peu surprenant que Dumbledore ait jamais su les circonstances de la mort de Mimi Géniard. Parce que s'il avait su, il aurait très probablement pu déduire que l'entrée de la Chambre des Secrets était ici, que le monstre était un basilic. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire que avant Harry, Ron et Hermione, personne ne connaît la vérité. Ça pose la question toujours sur Dumbledore. Ouais. Non, pour ça, c'est TGCM. Ouais. Clairement. Tu expliques le TGCM, Océane ça veut dire, vas-y, dis-le devant ta maman, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ta gueule, c'est magique. Voilà. Après, ça va, elle sait. C'est une grande fille maintenant. Bah oui. Elle sait. Après avoir demandé à Mimi de fermer les yeux, Harry sort du bassin, salue Mimi et la remercie pour son aide. L'histoire ne dit pas si elle a vraiment fermé les yeux. Oui, mais j'en doute. Harry remet sa cape d'invisibilité et examine la carte du maraudeur pour vérifier s'il peut bien se mettre en route. Rusard et Mystène sont dans leur bureau, tout paraît calme, sauf Peeves qui fait je ne sais quoi dans la salle des trophées. Harry commence alors à se mettre en route, en direction de la tour de Gryffondor, mais quelque chose attire son attention sur la carte du maraudeur. Il y a quelqu'un dans le bureau de Rogue. Et ça n'aurait pas attiré l'attention d'Harry si le point indiquait bien Rogue, mais l'indique Barthélemy Croupton. C'est bizarre parce qu'aux dernières nouvelles, M. Croupton est si malade qu'il ne peut ni travailler ni être au bal de Noël. Et bien sûr, nous connaissons Harry. Non, il ne va pas aller dans sa salle commune pour dormir. Non, il va rebrousser chemin, bien décidé à assouvir sa curiosité. Alors qu'il fait le plus attention possible pour ne pas faire craquer le parquet en descendant l'escalier, il se prend le pied dans la marche piégée que Neville oublie tout le temps de sauter. Il laisse échapper l'œuf en perdant l'équilibre et l'œuf tombe dans l'escalier dans un énorme bruit. Même la cape d'invisibilité commence à glisser, mais il parvient de justesse à la maintenir. Mais il n'a pas autant de chance pour la carte du maraudeur qui vole plus bas dans l'escalier, hors d'atteinte pour Harry. C'est juste, Marina. Du coup, là, on est dans la partie qui n'a pas été adaptée dans le film. Oui. C'est à ce moment-là où ça devient très intéressant en termes de relecture, justement, parce que c'est assez... du coup, c'est propre au livre. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ce truc-là de la carte du maraudeur. On voit le nom de Barthélemy Croupton. Et c'est très important, le prénom de Barthélemy. Y a vraiment on ne le sait pas encore. Le prénom et le nom. Et moi, ça m'a rappelé une scène qui est pourtant une scène qui a été, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ajoutée dans le film précédent. Dans le 3e film, parce que dans Le Prisonnier d'Azkaban, le film, il y a une scène où Harry il voit le nom de Pettigrew sur la carte. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, il est intrigué. Je crois qu'il est en train de dormir. Il y a Ron qui se réveille, il fait un cauchemar. Et là, il voit Pettigrew sur la carte. Il fait, mais il est censé être mort. Et ça, c'est pas dans le livre. Il n'y a pas de scène dans le livre comme ça. Et j'ai l'impression que, bizarrement, cette scène qu'on n'a pas dans le 4, elle existe dans le 3, mais avec Pettigrew. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est exactement le même fonctionnement. C'est quelqu'un qui ne devrait pas être là sur la carte du maraudeur et du coup ça attise la curiosité. Alors je me demande si, parce que quand ils ont fait le 3e film, évidemment le 4e livre existait, est-ce qu'ils ne se sont pas inspirés de cette scène dans le 4e livre pour en fait faire cette scène avec Pettigrew dans le 3 ? Je ne sais pas, mais c'est une hypothèse. Peut-être. Enfin, l'œuf d'or atteint le bas de l'escalier et s'ouvre. Malheur, la longue plainte s'échappe alors dans tout le couloir de l'étage inférieur.
Paniqué, Harry sort sa baguette pour essayer d'effacer la carte du maraudeur, mais impossible pour lui. Alors qu'il remet sa cape d'invisibilité sur sa tête, Harry a le visage tendu par la peur et presque aussitôt... La voix de Rusard... Oui, c'est ma partie, je commence. La voix de Rusard hurle « Peeves !» Alors le concierge met peu de temps à arriver sur la scène et il tombe directement sur l'œuf qu'il referme aussitôt pour cesser le vacarme. Harry est complètement paniqué, mais il fait son maximum pour rester silencieux sous la cape. Si Rusard monte l'escalier, ce n'est pas Peeves qu'il verrait, mais la carte du maraudeur. La carte du maraudeur qui indique que Harry Potter se trouve juste devant lui. En gros, la catastrophe totale. Alors Rusard commence à monter les marches, mais il reste pour le moment persuadé dans son obsession que c'est un coup de l'esprit frappeur qui aurait donc volé l'œuf à un champion. Alors on le sait, le plus grand souhait de Rusard, c'est que Dumbledore renvoie Peeves, mais à votre avis, est-ce que c'est simplement possible de renvoyer Peeves ? Est-ce que c'est physiquement possible ? Pour moi, non. Non, je crois qu'ils ont déjà essayé, mais ils n'ont pas réussi. Dans un précédent tome, ils n'en parlent pas de ça. Qu'ils avaient essayé de le virer, ils n'avaient pas réussi. Alors de le virer... Ça me dit quelque chose. Alors, les notes que j'ai, c'est que dans le tome d'après, dans l'Ordre du Phénix, il y a Ombrage qui demande à Fudge de signer un ordre d'expulsion de Peeves. Mais on ne sait pas si ça a été signé, finalement. Et Peeves, il n'a jamais été chassé de Poudlard dans tous les cas, parce que il obéit même à Fred et George qui, en moment de partir, dit s'il te plaît, faut lui la misère à cet Ombrage. Donc, je sais pas, du coup, ça n'a pas été signé, mais en tout cas, Ombrage a essayé de le faire avec un ordre d'expulsion. Après, même si ça a été signé ou si ça avait été signé, est-ce que ça aurait pu être efficace ? Je sais pas, moi. Moi, je pense qu'il faut un exorciste. Ouais, c'est ça. Non, ouais. mais vraiment, enfin. C'est un esprit frappeur. Hein. Bah ouais, C'est un ça. poltergeist. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Un truc indésirable, quoi. Parce que dans la c'est ça, c'est que dans la mythologie un peu poltergeist et tout, c'est la religion, enfin c'est exorcisme et compagnie, quoi. Bah ouais. Avec de l'eau bénite. Poltergeist, je sais pas vraiment. Après, je veux pas partir dans le Faudrait paranormal. un et expert tout, je sais paranormal. Bah on a Marina. Ouais. Pas encore. Alors qu'est-ce que tu recommandes si on veut chasser Peeves ? Non mais je sais pas pourquoi, mais il me semblait que les autres fantômes voulaient pas le virer à un moment. Bah oui, ça me dit quelque chose, ça, Il y oui. a quelque chose comme ça. Je me demande si c'est pas dès le 1 d'ailleurs, au moment de la Et ils répartition, avaient quand ils voient les essayé, fantômes. Non, ils avaient essayé quelque chose non, et c'est ça pas n'avait pas marché. Je sais plus. Eh ben Je sais plus. on regardera et on recevra de toute façon. 15 Alors messages. normalement, si on était chez nous, on couperait pour regarder, mais on va vous épargner les 10 minutes, 15 minutes de recherche. Voilà, c'est ça. En même temps que son maître, Mystène se rapproche dangereusement de Harry, et Harry se demande à nouveau si les chats peuvent voir à travers les capes d'invisibilité. Puis surgit une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un interpelle Rusard avant qu'il tombe sur la carte. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est Rogue. Juste, est-ce que Rusard, il sait ce que c'est la carte du maraudeur ? Parce qu'il l'a confisquée à Fred et George, mais elle était cachée. Enfin, elle était pas activée. Ouais, non. Elle Donc, était scellée. Ouais, est-ce qu'il comprendrait, s'il voit le nom Harry Potter, est-ce qu'il comprendrait que Harry Potter est devant lui ? Tu veux dire, est-ce qu'il est bête à ce point ? Je pense oui, parce qu'en fait, c'est la carte de tout le château. Avec les en fait, il se verrait lui avec Harry. Oui, en fait, il se verrait lui-même. Il ferait le calcul. Ouais, c'est vrai. Je pense. Ouais, je pense qu'il pourrait. Hein. Ça serait cramé pour Harry. Ouais, malheureusement. Mais c'est un bon point, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais, et puis, même si c'est un crackmeul, je pense que la carte, il peut l'avoir. Oui, je vois pas pourquoi il pourrait pas l'avoir aussi, parce qu'il pourrait y avoir cet argument-là. Mais ouais. Rusard commence à faire à Rogue un point sur la situation. Mais lui, Rogue, il n'est pas convaincu que le coupable soit Peeves, d'autant qu'il n'y a pas que l'œuf qui pose problème. Quelqu'un est venu fouiller une armoire dans son bureau, comme le prouvent les torches allumées et la porte restée entrouverte. Et ça, Peeves n'aurait pas pu le faire. Seul un sorcier pourrait briser ce genre de sortilège de protection. Alors Rogue demande à Rusard de l'aider à chercher le voleur en se dirigeant vers l'étage du dessous. Rusard, lui, il préférerait continuer sa traque de Peeves en haut des escaliers, de là où est tombé l'œuf et là où se trouve Harry. Et Mystène aussi, d'ailleurs, elle aimerait bien continuer à monter les escaliers, surtout qu'elle a l'air de s'intéresser à l'endroit où Harry est bloqué, sûrement parce qu'elle sent toutes les odeurs de Harry dans le bain, etc. Je ne sais pas si les chats, ils voient... Est-ce que Mystène voit Harry ou est-ce que c'est plus l'odeur qui trahit Harry ? Je
Je sais pas par rapport à Mystène. Les chats voient tout. Enfin, les animaux voient tout. Après, je sais pas, mais vu tout ce qu'il a mis sur son corps, dans le bain. Soirée mousse, à lui tout seul. Je me demande même pourquoi Rogue et Rusar ne le sentent pas. Ouais, c'est vrai. Alors que les avis divergent sur la direction à prendre entre Rogue et Rusar, un bruit de claquement se fait entendre. C'est bien sûr Maugrey Folleuil qui fait son arrivée, sa cape de voyage par-dessus sa chemise de nuit. J'ai bien aimé sa petite description. J'imagine le style, quoi. Fashion Week. Rogue aussi, je crois qu'il est en chemise de nuit. J'aimerais bien aller voir un petit peu. Et ils sont toutes grises. Ouais. Les chemises de nuit sont grises et ternes. C'est bien. Oui, Rusar commence à expliquer la situation, mais il est vite coupé par Rogue. Pendant ce temps, l'œil magique de Maugrey tombe bientôt sur Harry. Et oui, Folleuil peuvent voir à travers la cape. Là, c'est sûr, il n'y a pas de. Lui, il est team Mimi, pareil. Hein, les deux sont pervers pareil. Débat. Hein. Ouais, Mimi Géniard avec un œil magique. Oh. Là, on aurait un combo inquiétant. La bouche décousue du professeur Maugrey s'ouvre sous la surprise de voir Harry, etc. Et il lui faut peu de temps pour analyser la situation ubuesque qui se déroule sous son œil magique. Et je me demande ce qu'il se dit Barty Junior à ce moment-là. Parce qu'il voit Harry bloqué sous la cape, Rogue, Rusar. Moi, je me demande, est-ce qu'il s'est pas dit mince, il va tout faire capoter cet idiot oui, de c'est Harry. ça. Je sais pas. En tout cas, il comprend vite. Ouais. Enfin, il comprend vite qu'il va falloir qu'il fasse un truc. Ouais, c'est vrai. Qu'il va falloir qu'il sauve la peau des fesses d'Harry encore une fois. Ouais, c'est vrai. Mais on l'a souvent dit, Barty Junior, c'est un des pires mange-morts ever. Mais c'est quand même un esprit C'est incroyable. le pire et le meilleur. En fait, c'est le pire et le meilleur. T'es hyper fan en fait. Et je suis un fan. Tu vois, tu dis que tu comprends pas les gens qui sont hyper fans de Bellatrix Lestrange et tout ça. Non, mais en j'ai fait, pas dit ça. t'es C'est fan, pas pareil. t'es fan de Bertie Croupton Junior en fait. En fait, il y a de la fascination pour les méchants comme Bellatrix, comme Drago, il a une évolution. Mais par exemple, Bellatrix ou Voldemort, c'est de la fascination plus qu'autre chose. Alors que là... Oui, parce que Bellatrix, en fait, on ne connaît pas tout son passé de pourquoi elle est comme ça et elle n'a pas vraiment d'évolution. Et puis elle est horrible, quoi. Ouais, tu vois. être fan de Bellatrix ou même Voldemort, il a un passé, donc bon, ça se comprend. Enfin, la fascination. Bellatrix, pour moi, elle est juste folle. Oui, ouais, mais c'est vrai que pathologique, Barty Croupton Junior, moi aussi, vraiment, Mais il est juste fou aussi. Mais non, parce que c'est un génie du mal, Oui, c'est un génie du mal. de la méchanceté, tout ce que tu veux, mais ça n'empêche que c'est un génie. Pendant 1 an, il n'y a personne qui l'a démasqué. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est Enfin, je vois mal Bellatrix faire ça. Elle est tellement... Mais il Non, elle peut lui pas manque se tellement de contenir. cases. C'est parce qu'elle peut pas se contenir, elle. Puis même, elle n'est pas assez intelligente, je pense. Mais vraiment, elle n'est pas assez intelligente. Oui, Elle est bête et méchante. Il est extrêmement intelligent. Mais oui. Ouais. On peut pas lui enlever ça. Rogue explique que c'est sûrement un élève qui est venu voler des ingrédients dans son bureau pour préparer une potion interdite, comme c'est déjà arrivé dans le passé. Maugrey, lui, s'interroge s'il n'y a pas autre chose cachée dans le bureau de Rogue. Et Rogue lui rappelle froidement qu'il sait parfaitement qu'il ne cache rien d'autre, parce que Maugrey lui-même est déjà venu vérifier en fouillant dans le bureau de Rogue. Folleuil met en avant ses privilèges d'aurore, et que contrairement à Dumbledore qui croit en la deuxième chance, lui, Maugrey, pense, je cite, qu'il y a des tâches qui ne s'effacent pas. Alors à ce moment-là, c'est intéressant cette phrase parce que Rogue, Rogue il fait un truc bizarre. Rogue il prend son bras avec la marque des ténèbres parce que Maugrey fait référence à ça, à la marque des ténèbres. Et c'est dit dans le texte que Rogue le fait comme s'il venait d'éprouver une soudaine douleur. Moi, je me suis demandé pourquoi il fait ça, tu vois. Rogue, c'est un peu bizarre. Enfin, j'ai du mal à m'imaginer la scène. Maugrey qui fait référence à sa marque des ténèbres et Rogue qui fait ça comme s'il voulait la cacher, je sais pas. C'est un réflexe bizarre. C'est peut-être un réflexe. Peut-être un peu de culpabilité aussi. Ouais. Je sais pas, c'est juste la réaction de Rogue qui est un peu bizarre. Qui devant Rusar, il dit ça devant Rusar. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que Maugrey, il cherche à éloigner Rogue pour libérer Harry. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'il a aussi une vraie animosité en fait envers Rogue. Parce qu'en fait, il le considère comme un traître. C'était un mange-mort qui est venu rallier les rangs de Dumbledore. Il est dans son petit confort à l'école de Poudlard. Et donc, du coup, il y a une double lecture intéressante. En fait, il joue un rôle, mais tout ce qu'il dit, c'est vrai aussi. Il l'adresse vraiment à Rogue. Toujours un fond de vérité, finalement. Il entretient un beau mariage avec Rogue.
Maugrey demande à Rogue d'aller voir ailleurs, mais avant, il lui indique la carte du maraudeur en lui disant qu'il a oublié quelque chose. Et là, c'est grosse panique silencieuse pour Harry. Il a conscience que Maugrey est de son côté à ce moment-là. Alors il lui fait des grands signes sous la cape en mode « Non, très mauvais idée, prends pas la carte, c'est moi, c'est à moi !» Mais c'est trop tard. Avant que Maugrey utilise l'Accio, Rogue a le temps de saisir le parchemin et de le reconnaître. Et au passage, Harry se dit qu'il a été idiot de ne pas avoir utilisé le même sortilège, l'Accio. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en fait, quand il est bloqué, il aurait pu faire Accio, récupérer. En fait, moi, quand j'ai relu le chapitre, quand c'était marqué qu'il essayait de l'atteindre, moi, j'ai cru qu'il allait faire un Accio, en fait, pour la récupérer avec sa baguette. Toi, tu t'es dit ça ? Bah ouais, et en fait, non, il essayait vraiment de l'atteindre avec sa main. Réflexe de moldu, parce qu'il a grandi avec des moldus. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est vrai. Et un peu comme Hermione dans le 1 avec Lumisolène. Mais Hermione, t'es folle ou quoi ? T'es une sorcière ? Mais Marie, on le retrouvera ça dans le 7, quand il doit chercher l'essence de dictame dans son sac. Et qu'elle lui dit « mais dépêche-toi » et en fait, au début, il fouille avec ses mains, il pense même pas à faire un Accio. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant, ça, que des nés moldus peut-être sont différents de sorciers, de familles de sorciers aussi, parce qu'ils gardent des réflexes de moldus quand t'as vécu jusqu'à tes 11 ans. Ils pensent pas tout de suite à la magie, en fait, pour faire les actions du quotidien. Bah, t'es formaté, en fait. Ouais, c'est ça. Simplement, Ouais. Maugrey tente de corriger le tir en disant qu'il s'est trompé et qu'en fait le parchemin est à lui. Bon, il essaie de s'en sortir comme il peut là. Mais Rogue a déjà fait la connexion. L'œuf, le parchemin, tout ça mène évidemment vers Potter. C'est lui le coupable. Et il est là, caché quelque part sous sa maudite cape. Il n'en est sûr. C'est dit que Rogue, là, il avance à l'aveugle dans les escaliers en tendant les mains. En vrai, c'est un peu ridicule à imaginer quand même. Moi, je le vois comme dans la scène du 1. Alors, on va peut-être pas voir, mais quand il fait... Ah oui, dans la bibliothèque, non Dans la réserve dans le couloir, quand il en a après Quirrell. Ouais. Ah oui, c'est vrai, oui. Et on a l'impression qu'il sent un truc et il est là. Ouais, il tend la main et puis il fait... Ouais, c'est puis ça. Il se retourne vers Quirrell. Je le vois un peu là, comme ça, mais frénétique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il y a Rogue qui cherche à faire envoyer Harry sans jamais y arriver, encore comme d'habitude. Moi, je sais pas vous, mais ça me fait penser un peu à Bip Bip et Ville Coyote, ce truc de Rogue qui veut à tout prix à chaque fois Harry Potter, je vais le faire envoyer. Ou Titi et Gros Minet. Ah ouais, Titi Gros Minet. Moi, j'ai plus team Bip Bip et Ville Coyote, moi. Ouais, moi, je suis plutôt Titi Gros Minet. Titi Gros Minet aussi. Ok. Très bien. Il est 18h, je sais pas s'il faut qu'on arrête ou pas. Moi, je pense qu'on peut s'arrêter là et peut-être faire la suite. Demain ? Ouais, demain. Donc demain, nous enregistrons la suite du chapitre 25 à 10h30. Si je dis pas de bêtises, ça sera le matin, mais au même endroit. Merci de nous avoir écoutés, c'est super beaucoup. Sympa. Et peut-être à demain si vous voulez. Et puis sinon, si vous voulez réécouter l'épisode, il sortira en podcast comme d'habitude. On est sur toutes les applis d'écoute. Et sur YouTube, là, on est en vidéo. Coucou YouTube. C'est la première fois qu'on fait une vidéo, j'espère que ça marche bien. Merci Océane, bravo. Bravo. Merci à vous. Franchement, tu t'es très bien débrouillé. Ouais, franchement. Pour ton premier enregistrement en public en plus. Ouais, grave, t'as géré. Merci, bravo c'est à gentil. toi. Et on sera avec une autre invitée demain. Suspense. Merci, bon bal à tous, parce que c'est ce soir. Et peut-être à demain matin pour la suite. Bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9 3/4. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. C'est un peu particulier ici parce qu'on lance comme si c'était un nouveau chapitre, mais en fait on va tout simplement reprendre là où on s'est arrêté parce qu'on est toujours au bal des sorciers à l'abbaye royale du Moncel. Voilà, on est le samedi 11 mai, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc comme on avait 2 créneaux d'enregistrement, 2 fois 1 heure, on s'est dit que c'était pas mal pour faire un chapitre.
Il y a de la musique, mais c'est normal, il va y avoir des animations, il y aura peut-être des gens. Et bah, comme la première partie, on n'est pas seul, puisque nous avons une invitée auditrice avec nous, une courageuse. On t'a vu hier, Océane a survécu, donc ça devrait aller. Bonjour Pauline, ça va ? Oui, ça va très bien, bonjour. Pas trop intimidée, j'imagine un peu que oui, mais... Un petit peu, mais comme il y a eu déjà hier, voilà, y a pas de... ça devrait aller, je pense, j'espère. T'étais dans le public, t'as vu que ça s'était bien passé. Oui, voilà. Du coup, un peu comme Océane, puis un peu comme tous les invités auditeurs et auditrices qu'on reçoit, est-ce que tu peux nous expliquer, Pauline, c'est quoi ton profil de fan ? Comment t'as découvert Harry Potter ? À peu près à quel moment ? Et c'est quoi ton profil, quoi, tout simplement ta petite fiche d'identité de sorcière ? Ok, alors du coup, moi j'ai découvert l'univers d'Harry Potter en 2001, j'avais 10 ou 11 ans. Et en fait, j'ai découvert avec le premier film. Et après, c'était du coup en fin d'année. Et en cadeau, mes parents nous ont offert à moi et ma sœur le coffret que les gens connaissent à peu près en général, enfin de ma génération et de la nôtre aussi, avec les 4 tomes en folio, les 4 premiers tomes en folio junior. Je l'ai connu, effectivement. Voilà, c'est ça que j'ai toujours chez moi. Ah, tu l'as toujours ? Moi, je l'ai perdu. Moi, je l'ai toujours. Et l'anecdote, en fait, c'est le premier tome. Il y a sur la page, la première page, il y a mon nom, mon prénom, la classe dans laquelle j'étais et mes profs, enfin mes instits de l'époque. Et c'est toujours là. Le livre est dans un sale état. Le 4e encore plus, et je n'ai pas osé l'emmener parce que déjà il est assez épais et dans ma valise ça allait pas passer. Donc voilà. Donc j'ai découvert à cette période-là. J'ai beaucoup aimé. L'année d'après, le 2e est sorti et nos parents, moi et ma sœur, du coup, nous ont offert le jeu de cartes qui maintenant n'est plus édité. C'est un jeu de cartes un peu... comment expliquer, comme un jeu de rôle un petit peu. On incarne un personnage et il y a des cours, des cartes, sortilèges, potions, etc. Et c'est un jeu qui n'est plus édité et qui est un peu collector. Et on l'a retrouvé il n'y a pas très longtemps avec ma sœur. Et en fait, on s'est aperçu qu'on jouait en mode hardcore. et donc voilà, et on y prend toujours plaisir parce que même année après année, moi j'ai grandi du coup avec au même âge que Harry Potter. Et c'est vrai que c'est toujours sympa. Il y a eu une période où c'était un peu plus soft, où j'ai un peu arrêté. Et puis après, ça a repris. Et puis en fait, avec les podcasts, notamment le podcast, premier du nom. Voilà, c'est ça. Ça a repris un peu la hype de mon côté, et puis après j'ai migré vers la fréquence et puis j'ai pas arrêté, et puis après j'ai intégré le Discord qui m'a permis de découvrir des personnes avec qui qui m'ont accompagnée au bal des sorciers. Ça c'est fou quand même. Et voilà, c'est assez fou, j'arrive toujours pas à en revenir qu'avec des personnes du Discord que je ne connais pas au final, que je ne connaissais pas, même physiquement, on échange par écrit et au final voilà, et c'est quand même assez magique. Voilà, je pense que c'est le bon résumé par rapport à tout ça. Voilà. Si vous entendez des cris derrière, c'est le fantôme de l'abbaye qui hante notre salle d'enregistrement. Marina a très très peur depuis hier. Il y a un fantôme de mariée et de nonne. J'ai regardé trop de films d'horreur, je suis pas bien. Non, merci Pauline, c'est cool. Tu es une fidèle Pouf-Souffle. On le voit très bien à ton uniforme. D'ailleurs, si vous écoutez cette émission en podcast audio sur l'appli que vous utilisez d'habitude, sachez que sur YouTube, il y a la vidéo normalement. Donc voilà, vous pouvez nous voir. C'est aussi une expérience un peu différente, comme ça l'est pour ceux qui sont dans le public. Vous les voyez pas, mais croyez, ils sont combien ? Je dirais 500, Marina, à peu près ? J'aurais dit plus 1000. Ouais. Et, le double. Mais c'est comme au concert de Taylor Swift, en fait. Voilà, mais carrément. On va faire un super show, quoi. Et puis là, il y a des effets pyrotechniques, vous allez voir. Vous n'êtes pas prêts. Merci Pauline. En plus, en tout cas, par rapport à moi, on a un profil un peu similaire. Découverte du premier film, puis le fameux coffret et tout d'époque. Bon, moi, je l'ai perdu, malheureusement. J'aurais bien aimé le retrouver. Je pense que c'est mes parents qui ont dû le vendre à une brocante ou un truc comme ça. Je leur en veux terriblement. Sachez, papa, maman, vous regardez pas de toute façon. On reprend là où on en était. Moi, c'est ce que je vous propose. Alors, pour ceux
qui est dans le public principalement parce que en podcast, en fait, les deux parties vont se suivre, donc il n'y a pas forcément besoin d'un petit résumé, mais en gros, donc c'est le chapitre 25, celui qui s'appelle l'œuf et l'œil. C'était la partie de Marina qu'on a fait hier, où Harry il ouvre un peu l'œuf d'or dans la salle de bain des préfets, il découvre enfin l'intitulé de la seconde tâche. Avec une Mimi Géniard un peu tendancieuse. Ouais, on a parlé de la salle de bain des préfets, le fait qu'ils ont une piscine pour prendre des bains. Et oui, Mimi Géniard très gênante. Et il est reparti de cette salle de bain des préfets et il a vu sur la carte du maraudeur le nom de Barthémius Croupton, alors qu'il est censé être malade, il ne peut même pas se rendre au bal de Noël, mais il est en train de fouiner dans le bureau de Rogue. Et vous connaissez la curiosité de Harry, il n'a pas pu s'empêcher de suivre le nom de Barthémius Croupton et de se diriger vers le bureau du professeur Rogue. Il s'est coincé la jambe, il se retrouve dans un micmac entre Rusard, Maugrey-Felleuil qui arrive à voir Harry sous la cape et Rusard, je sais plus, Rusard, Maugrey-Felleuil et Rogue, voilà. Rogue. On a le trio d'enfer. Et on s'était arrêté à peu près à là, donc on reprend, là on s'était arrêté. Et t'as précisé qu'il s'est coincé le pied dans la marche Ouais, il s'est coincé, voilà, exactement. Ok, donc pour ceux qui êtes dans le public qui n'étaient pas là hier, désolé, vous allez pouvoir rattraper un petit peu avant, mais sinon, on continue. Donc on s'est arrêté au moment où, du coup, Rogue est persuadé maintenant que c'est Harry qui se cache quelque part sous la cape, et donc il tend ses doigts arrivent même à quelques centimètres de Harry, mais Maugrey parvient à stopper Rogue dans son action en lui disant qu'il va informer Dumbledore qu'il a visiblement une dent contre Harry Potter et que tout ceci semble assez intéressant. Et la méthode de Barty Junior, parce qu'il s'agit de Barty Junior en fait, la méthode marche. Rogue il baisse les bras au sens propre comme au sens figuré et il se décide enfin à partir. Maugrey récupère l'œuf auprès de Rusard, qui finit par s'éloigner aussi à son tour en murmurant à Miss Teigne qu'ils finiront bien par l'attraper un jour, ce maudit Peeves. On a parlé de Bibi et Coyote en mode Rusard, Peeves, Rogue, Harry Potter. Ou Titi Grominet aussi. Là, il y a un peu Titi Grominet avec Rusard et Miss Teigne. On l'attrapera la prochaine fois, t'inquiète pas. C'est le bon vieux Peeves. Là, j'ai noté quand même que c'est intéressant de voir que Rogue, il se sent assez vulnérable face à Maugrey-Felleuil. Surtout que Maugrey, en fait, il le met face à son passé de mange-mort, à Rogue. Alors, désolé public, mais du coup, Maugrey-Felleuil a fait une allusion à des taches qui ne disparaissent pas. Donc, en fait, il faisait allusion à la marque des ténèbres sur le bras de Rogue. Et on voit que Rogue, il est très mal à l'aise par rapport à ça. Ça le fait partir, en fait, tout simplement. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, encore une fois, Barty Junior, grand acteur. Il a raté sa carrière, il est devenu mange-mort. Il aurait pu être... Moi, c'est mon idole, je le dis. Attendant que les bruits de pas de Rogue et Rusard s'éloignent jusqu'à disparaître, Maugrey s'approche de Harry, qui est toujours coincé. Alors Harry remercie son professeur, puis il lui explique le fonctionnement de la carte du maraudeur pour répondre aux questions de Maugrey-Felleuil. Et Maugrey, lui, il a l'air fasciné par la carte, si bien qu'il oublie d'abord de libérer le pauvre Harry, parce qu'il est toujours bloqué dans les escaliers, avant que Maugrey-Felleuil décide finalement de l'aider, sa jambe coincée étant plus douloureuse que jamais, le pauvre Harry. Et une fois sur pied, Maugrey lui demande s'il a vu sur la carte le nom de la personne qui s'est introduit dans le bureau de Rogue, parce que le bureau de Rogue a véritablement été fouillé. Et Harry lui répond que oui, il a vu le nom de Monsieur Croupton. Et là, le regard de Felleuil semble soudainement inquiet. Alors je sais pas vous, mais je l'avais un peu dit déjà dans la première partie d'hier, mais le niveau de mystère de cette scène est génial quand même, avec ce nom. Et moi, je me souviens encore, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, de ma première lecture. Et vraiment, ce chapitre m'a marqué parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, parce que j'étais persuadé effectivement que c'était Monsieur Croupton qui fouillait le bureau de Rogue. Et vraiment, l'intrigue, là, elle prend un niveau de mystère inégalé, je trouve, dans le tome 4 pour le moment. Moi, je me souviens pas de ma première lecture. Tu t'en souviens ou pas? Non, je me souviens pas de ma première lecture. Mais je suis en train de me demander... là, j'ai un doute, parce que je relis chapitre par chapitre, et du coup, j'ai plus de souvenirs de mon autre relecture. Mais dans le bureau de Rogue, c'était Barty Junior? Bah oui. Mais vous avez les moments où Marina redécouvre l'histoire en direct. Mais ça veut dire que là, si Harry regarde la carte, devant lui, il a Barty Croupton. Oui.
Mais c'est tout le truc, c'est que Maugrey Folleuil... Ah, mais ça, il a jamais vu que Maugrey Folleuil n'apparaissait jamais sur la carte et que c'était tout le temps Barty Croupton. Alors là où Barty Junior est encore un génie du mal, c'est que dès qu'il a récupéré la carte du maraudeur de la main de Rogue, il la redonne jamais à Harry. En fait, il lui pose les questions, mais il la garde à la main. Et en fait, il rendra jamais la carte à Harry. Harry peut pas voir qu'il a en face de lui Bartimus Croupton, en fait. Ok, d'accord. Mais avant, il aurait regardé la carte, il ne verrait jamais Maugrey Folleuil, en fait. Non, bah non, si, dans son bureau, dans la malle, très certainement. Ah mais oui. Ouais. Donc en fait, c'est une chance qu'Harry n'ait pas fait d'autres escapades avec la carte du maraudeur avant. Oui, ouais. Il aurait Parce que pu... sinon, il aurait déjoué le plan plus vite. En fait. S'il prend la carte du maraudeur pour aller à un cours de défense contre les forces du mal classique, il aurait vu effectivement que c'est Carrément. pas... Oui, voilà. Et en fait, c'est le truc qu'il n'avait pas prévu, Barty Croupton Junior, qui aurait pu faire capoter son plan. En fait. Exactement. C'est pour ça qu'il En est une d'autant seconde. plus inquiet / fasciné d'avoir cette carte. Et surtout, il n'a pas l'intention du tout de la rendre à Harry. Et en fait, tu trompes jamais la carte, en fait. Oui, puis c'est nouveau pour lui. Il ne sait pas qu'un objet comme ça, magique, avec autant de possibilités, existe. Mais par contre, alors j'ai relu vite fait un petit peu le chapitre hier et j'ai pas fait gaffe, j'ai pas vu Bartimus, j'ai vu juste Barty en fait. Alors peut-être que tu je dis me le trompe. vrai prénom, c'est Barthémus. Alors, il y a Barthémus. Ouais, À un c'est moment Barthémus. donné, Oui, il y a- d'accord, il y a ok. Barthémus. Bah, après, Ouais. j'ai regardé vraiment très rapidement et c'est pour ça, quand vous l'avez dit hier, je me suis dit, c'est bizarre. Et en Mais fait, soit. c'est trompeur parce qu'en fait, c'est Barthémus Junior. Oui, Et nous, c'est on le junior, pense au ouais. senior, en fait, Oui. quand on connaît pas Mm-mm. l'intrigue du roman. Tout à fait, ouais. Mais je sais qu'il y avait le junior, mais c'est le Barthémus, en fait. Ouais. C'est juste, moi, j'avais retenu juste le Barty, quoi. C'est tout. Non, c'est Barthémus. Ok. Bah, Ok, ok. l'autre chance qu'a Barty Junior, c'est d'avoir le même prénom que son père aussi. Ça, c'est quand même Et une c'est là où sacrée elle chance. peut nous piéger, en fait. Mais c'est là où J.K. Rowling, elle est absolument géniale. Bon, après, il y a le truc du polynectar où c'est un peu facile aussi de pouvoir se transformer en n'importe qui, mais n'empêche que c'est assez fascinant, cette scène, quoi. Parce qu'effectivement, la carte ne ment jamais. Alors quand Harry lui demande s'il a une théorie, Maugrey explique qu'à côté de Barty Croupton, son obsession à lui pour traquer la magie noire semble dérisoire. Le vrai maître en la matière, c'est bien Monsieur Croupton. Harry, lui, se demande s'il n'y a pas un lien à voir avec tous les événements étranges qui se sont déroulés, en commençant par la marque des ténèbres lors de la Coupe du Monde de Quidditch, on s'en souvient. Et Maugrey, il félicite à ce moment-là Harry pour son observation, car oui, Monsieur Croupton agit sûrement du fait de toutes les rumeurs qui courent, notamment celles relayées par Rita Skeeter. Et en parlant de double lecture, on a beaucoup parlé de double lecture, notamment en fin de partie 1. J'aime bien quand Barty Junior il dit à ce moment-là, s'il y a une chose que je déteste, c'est un mange-mort en liberté. Parce que là, on entend Maugrey Folleuil le dire, mais c'est aussi Barty Junior qui parle, parce qu'il déteste les mange-morts en liberté, parce que lui, il a été emprisonné à Azkaban, il est resté des années à Azkaban, et il déteste Rogue pour ça. C'est intéressant ici. Concernant la carte, Harry a d'abord peur que Maugrey lui demande comment il se l'est procurée, mais en fin de compte, le professeur lui demande simplement s'il peut la garder, parce que, évidemment, la priorité pour Maugrey, pour Barty, c'est surtout de la garder. Puis Maugrey accompagne Harry sur le chemin de son dortoir tout en gardant les yeux rivés sur la carte, complètement fasciné. Une fois arrivé à son bureau, Maugrey demande à Harry s'il n'a jamais envisagé une carrière d'aurore. Harry, il est un peu pris au dépourvu et il répond que non, mais Folleuil lui explique qu'il devrait sérieusement y penser. Puis sur ce, une fois que Harry lui confirme avoir avancé sur l'énigme de l'œuf, Maugrey entre dans son bureau et il ferme la porte derrière lui. Alors c'est ironique quand même parce que c'est assez ironique de savoir que la première personne qui conseille à Harry de devenir un aurore, c'est peut-être le mange-mort le plus dangereux qu'il ait jamais croisé, quoi. C'est la C'est première quoi son fois. but de lui conseiller ça, en fait, au final? Ah, c'est étonnant, hein. Est-ce que ça sort du cœur, finalement? Peut-être de la fascination par rapport, enfin je sais pas, là c'est ce à quoi je pense là tout de suite, de la fascination par rapport au fait que c'est le survivant en fait à la base et peut-être qu'il peut encore le manipuler pour peut-être je sais pas, réussir à faire en sorte que il aille vers les forces du mal. C'est un peu tarabiscoté et tiré par les cheveux. Mais je sais pas, ça peut-être que c'est de la fascination et une envie de pouvoir qui est énorme et où
ou de le manipuler pour arriver à ses fins et le faire venir jusqu'à Voldemort par la suite. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là où on ne sait pas quelle est la part de manipulation et quelle est la part de sincérité dans le jeu de Barty Junior. Après, moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je vois bien Barty Junior sincèrement impressionné par Harry, peut-être d'avoir un objet comme la carte du maraudeur. Il se dit « Ah, finalement, c'est un adversaire assez qui peut être redoutable, Harry, parce que ça doit être un gamin de 14 ans. Il a un objet qui aurait pu mettre à mal mon plan, qui est pourtant un plan génial. » Et ouais, je suis d'accord avec ça. Puis ça me fait aussi penser au vrai truc des Mange-Morts, où au moment où Voldemort a disparu à cause de Harry Potter, ils se sont demandé, les Mange-Morts, si Harry Potter n'était pas le nouveau Seigneur des Ténèbres en puissance, parce qu'il avait vaincu Voldemort alors qu'il était lui-même un bébé. Et il y a des Mange-Morts qui ont cru à ça. Et ça se trouve, Barty Junior y a cru au fond de sa cellule d'Azkaban, que Harry était potentiellement le futur maître à suivre. C'est pas impossible. Après, Harry, s'il avait décidé de basculer du côté obscur de la Force, est-ce qu'il aurait pu... Tu t'es trompé de saga, mais oui. Est-ce qu'il aurait pu être un nouveau Voldemort ou pas? Est-ce qu'il a assez de puissance? Il a une part de Voldemort en lui aussi. Je sais pas, peut-être que... Est-ce qu'il aurait pu la travailler et la développer? Oui, ou récupérer peut-être, je sais pas si c'est possible, et après tout, on sait jamais, récupérer les autres parties qui sont dans les autres Horcrux et pouvoir fusionner un peu tout pour devenir un super mage, quoi. Je sais pas. Il doit y exister une fanfiction sur ça, je pense. Oh, mais il y a des fanfictions sur tout. Oh oui. Et j'en ai beaucoup trop parcouru. Mais non, mais je pense qu'en fait, physiquement, je pense que c'est possible. Mais moi, je suis de nature optimiste. Et je pense que Harry est né pour devenir ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui va combattre et venger ses parents. En fait, je pense que techniquement, il n'y a rien qui l'aurait empêché d'être un nouveau Voldemort en puissance. Mais c'est juste, ça colle pas du tout avec ce qu'est Harry au fond de lui, tu vois. Donc je pense qu'il n'y a aucune réalité parallèle où il devient il n'y a pas une fanfiction où justement son destin se sépare en deux s'il avait serré ou non la main de Malfoy. Oui, il y a ce truc-là souvent. S'il avait pas rencontré Ron dans le Poudlard Express, qu'il n'avait pas vu Drago, ça c'est dans le livre, mais Harry... Il découvre Drago chez Madame Guipure sur le chemin de traverse, qui lui donne une très mauvaise impression. Tout est possible, mais pour moi, c'est un Gryffondor de naissance, tu vois. Harry, voilà, mais... il aurait découvert une autre famille avec des couleurs de cheveux différentes. Ouais. Mais au final, c'est une autre famille. Hein. Les Malfoy, c'est différent aussi. Hein. Ouais. Plus froid. Un peu toxique, quoi. Légèrement. En chemin vers la tour de Gryffondor, Harry ressasse tous les événements de la soirée. Pourquoi diable Monsieur Croupton fait semblant d'être malade? Et qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher pour éviter Percy. Oui. Et qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher dans le bureau de Rogue en pleine nuit? Et cette carrière d'horreur qu'a évoqué le professeur Folleuil, pourquoi pas après tout lui, Harry, futur Aurore? Il faut dire que l'idée n'est pas inintéressante. C'est vraiment Barty qui va lui mettre cette petite graine dans le cerveau, parce qu'ensuite, dans le tome 5, quand il va y avoir le conseil d'orientation, Harry il va revenir là-dessus, il va dire à McGonagall, moi, je pensais être un Aurore peut-être. Voilà, c'est vraiment idée de mange-mort, 100%, c'est intéressant. Ouais, mais est-ce que ça paye bien, Aurore, et est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de postes à pourvoir? J'ai cru que tu allais faire. Est-ce que c'est une bonne situation? J'aurais pu. Ah non, mince. Ouais, t'as raté. Désolé. Ah non, j'ai raté. Ouais. Tant pis, on recommence, on fera au montage. Non. Alors qu'il est couché, enfin en sécurité dans son lit et prêt à s'endormir, Harry se fait la promesse de vérifier d'abord si les Aurores ont autant de cicatrices que Maugrey avant d'envisager de faire la même carrière. Pas une mauvaise idée. Mais il a déjà une cicatrice après tout. Ah, mais oui. Après, il en a moins que Maugrey. Bien sûr, mais... C'est vrai, et il en a une sacrée. Ah oui. Une célèbre. Eh ben, c'est une fin de chapitre. Bravo. On est dans les temps en plus. C'était la meilleure fin de chapitre de tous les épisodes confondus. Et c'est une fin de chapitre, bravo. Parce que j'étais pas sûr du jingle. J'ai meublé. Eh ben, tradition oblige, j'ai envie de dire. La plupart d'entre vous connaissez l'émission, mais à chaque fin de chapitre, on choisit le personnage qui nous a le plus marqué, en bien ou en mal.
Et puis, on essaye de redonner un petit chapitre. Je ne sais pas si Marina a préparé. J'ai très envie de savoir. Non, j'ai rien préparé. On va demander à quelqu'un dans le public si jamais il y a une idée. Je reste fidèle à moi-même, hein, public ou pas public. Première chose pour le personnage. Est-ce qu'il y a un personnage, je sais pas, Pauline, qui t'a plus marqué dans ce chapitre ? Alors, moi, à chaque fois, petit clin d'œil au Discord, il y a eu des relectures qui ont été faites. Et à chaque fois, moi, j'aime beaucoup faire le renommage un peu complètement à côté de la plaque. Et là, en fait, ce serait potentiellement la carte. Voilà, des objets, en fait, plutôt que des personnages. Voilà, il y a ce côté un peu, le truc un peu folie. Mais sinon... Non, mais ça peut être considéré comme un personnage, en vrai. Voilà, c'est ça. Ou la sirène, en fait, qui a beaucoup aidé au final. Parce que s'il n'y avait pas eu la sirène, est-ce que Harry aurait découvert toute cette partie-là ? Je ne sais pas. Non, parce est-ce qu'il aurait pensé que les sirènes existaient vraiment ? Oui. Même dans le monde de la magie, en fait. Ouais, voilà. Après, je pense que Mimi Géniard l'aurait quand même aidé, de toute façon. Mais dans la salle de bain des préfets, je veux dire. Mais avec une contrepartie. Ok. On ne parlera pas de la contrepartie. On ne reparlera plus de cette partie de chapitre. Mais moi, du coup, c'est un lieu, la salle de bain. Ah ouais, donc cette salle je de bain. demande un meilleur personnage, on me sort la carte, on me sort la salle de bain. Parce qu'on ne te respecte pas, Jérémy. Mais ouais, la salle de bain, elle est trop cool. Qui, dans son internat, a eu cette salle de bain, franchement ? Enfin, c'est même pas une salle de bain, c'est un spa, en fait, le truc. Ouais. Non, c'est vrai que c'est ce qui est le plus marquant, pour le coup, oui, ça c'est vrai. Et donc, du coup, on revient pas sur la première partie, on s'est demandé s'il y avait des douches à côté, parce que comment se baigner dans une baignoire de la taille d'une piscine, écologiquement, oui, et puis que tous tout. les préfets... Et en plus, t'as pas pied, donc comment tu peux te laver dans un endroit où t'as pas pied ? Enfin, bref. Trop de questions avec cette salle de bain. Trop de questions. Ils se lavent tous en même temps, les préfets, dans une grande piscine, à poil. Voilà. C'est ce qu'on avait dit. Si vous n'étiez pas là hier, c'est ce qu'on a évoqué. Et toi, Jérémy, du coup ? Moi, attends, je sais plus. J'ai choisi encore Barty Junior. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, c'était non, sûr. Mais voilà, en plus, surtout qu'il analyse la situation quand il arrive sur la scène et qu'il voit Harry sous la cape, l'œuf. La carte, il pige pas, mais il arrive à capter direct ce qui se passe, et puis il joue la carte du passé de mange-mort de Rogue, etc. Enfin, pour moi, encore, j'ai mis du mal. J'ai choisi Barty Junior. Mais par contre, je note, Marina, qui avait Mystaigne, le petit chat, et que tu n'as pas choisi le petit chat de la scène. Oui, donc, mais c'est Mystaigne, donc c'est pas pareil, c'est pas tant. Ouais, mais Mystaigne, c'est un Maine Coon. Dans le film, c'était... Ouais, dans le film, c'est un Maine Coon. Ah ouais ? Ouais. Dans les films, c'est des Maine Coon. C'est même plusieurs Maine Coon. Ah. On peut voir les photos au studio à Londres. Ok. Mais on va finir par faire un after show sur Barty Croughton Junior. Ouais. Et tu vas pouvoir lâcher tous tes compliments, tes meilleurs compliments pendant 2 heures. En fait, on pourrait imaginer s'il n'avait pas été un mange-mort, quel sorcier talentueux il aurait pu être avec tout, carrément. Tu vois. Mais c'est souvent ce que je me dis pour les plus grands criminels. Je me dis, s'ils mettaient à profit leur intelligence parfois pour les braquages, ou les choses comme ça, s'ils mettaient à profit leur intelligence, leur stratégie pour le bien, ils feraient des trucs de fou, quoi. Mais non, ils décident de se pencher vers le mal. Et du coup, renommage. Alors, je ne demande pas à Marina, parce que tu sèches apparemment. Oui, mais il y en a bien dans le public qui ont préparé des renommages, non ? Non ? Personne ? Tu les prends peut-être un peu de cours. Oui ? Non ? Personne. Ah, les mauvais élèves. N'hésitez pas si vous en avez je un. suis déçue, je comptais sur vous. Je me suis réveillée de bonne humeur ce matin. Je me suis dit, c'est cool, je vais avoir plein de propositions pour le renommage de chapitre. Et personne. Je crois que je vais quitter ce plateau. Tu n'as pas demandé à ta communauté qui dépasse celle de Taylor Swift par rapport à ça ? Non, tu n'as pas osé ? J'ai même pas pensé parce que j'ai mis toute ma confiance envers le public de ce matin, en fait. Je suis trop déçue. Vous avez 2 minutes à peu près pour trouver quelque chose. En plus, ça donne des ultimatums. C'est horrible. Oui, j'ai trouvé quelqu'un, c'est bon. Toi, Pauline, est-ce que tu en as un en tête ou pas ? Oui, j'ai préparé un petit peu, j'ai été studieuse et j'ai C'est bien, je suis fière de toi, Pauline, contrairement à ma co-animatrice. Je te dis, je respecte pas le podcast, je te respecte pas, je respecte personne.
Alors après, c'est plus sur la première partie, au final, celle auquel je n'ai pas participé. C'est un bain mystérieux. Oh. Ça aurait pu en plus être un vrai titre. Moi j'en ai un aussi un petit peu sérieux comme ça. En fait j'en ai deux. mais j'en ai un peu sérieux, c'est le piège se referme. Parce qu'il y a Harry qui est piégé littéralement dans l'escalier. Et puis il y a Maugrey qui devient encore plus fort avec la carte. Du coup il y a un piège qui se referme sur Harry. Et voilà. Et sinon, Quel talent. Ouais. Et Tu devrais animer un podcast sur Harry Potter. Et j'en ai un autre. Il est musical. C'est un peu une private joke. Oui. C'est un peu une private joke avec Marina. On peut le faire en mode blind test peut-être. Ah non mais là, je sais pas si. Ok. Ouais, peut-être petit blind test parce que on a une private joke avec cette chanson et ça colle plutôt à la première partie du chapitre. Écoutez ça. Dites-moi si vous connaissez. Oh, oui, Superbus. Ah bravo. Pardon, je suis allée trop vite. Non mais oui. Pour une fois que je reconnais. Ça mousse. Ça m'a fait penser un peu à Harry et Mimi Géniard. Oui. Ça mousse entre toi et moi. J'ai la peau douce. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi en fait, private joke, parce que je vous explique vite fait. Cette chanson, je me trompe entre une autre chanson. J'ai découvert d'Alizée, en fait. Oh. Elle parle aussi de son bain de mousse et voilà, à chaque fois je chante les mauvaises paroles et tout et ça énerve Jérémy. En fait, souvent ça nous arrive parce qu'on a une chanson en tête, je commence à la chanter, tu la chantes mais avec des paroles un petit peu différentes. Et en fait, on se rend compte à chaque fois qu'on chante pas du tout la même chanson. Et on est totalement en là, décalage. À chaque fois, je fais ah ouais, c'est ça. Et c'est quasiment depuis qu'on se connaît qu'on chante cette chanson-là et on a découvert il y a 3 jours que tu chantais Alizée, je chantais Superbus. Ouais, c'est ça. Et après, en plus, dans le public, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas du tout ces musiques-là, parce que c'est notre génération. Je vais avoir un remplaçant. Donc bon. Bah merci d'avoir découvert du coup. Voilà. Il va falloir mettre dans les liens du podcast les comment on appelle ça les liens vers les musiques pour faire découvrir à des générations plus jeunes tout ça. De Superbus. J'ai un remplaçant. Ah, t'as un remplaçant pour le renommage. T'as un titre de chapitre? Tu t'appelles comment tout d'abord? Oui. Bonjour. L'école des fans, ok. Que font tes parents dans la vie? Est-ce qu'ils sont dans la salle? Je m'appelle Nawel et j'ai 11 ans la semaine prochaine. Et voilà. Et je viens avec une élève de ma mère. Je te regarde dans la caméra parce que là je te vois pas avec le micro. Tu dépasses pas le micro, c'est marrant. Et est-ce que Nawel, t'as un titre à proposer pour le chapitre? Oui. On t'écoute. Chat, sirène et serpent. Ça fait comme dans le 3 pour chat, rat et chien. Donc le chat pour Mystène, la sirène pour dans la salle de bain et le serpent parce que Barty Crompton Jr. va chercher des ingrédients pour le polynectar et on sait qu'il faut une peau de serpent d'arbre du Cap. Nawel, tu remplaces officiellement Marina. Wow. Ça s'appellera donc Jérémy et Nawel dès à présent. Est-ce que tu veux dire comment t'as Tu veux expliquer? Ouais. Ah, comment tu as découvert Harry Potter? Ok. J'ai découvert Harry Potter parce que quand j'étais en CP, donc avant le confinement, il y avait une camarade de classe qui m'a dit qu'elle lisait, qu'elle regardait un truc avec une école de sorciers et tout. Moi, je pensais que ça allait pas bien. J'ai dit ça à ma mère comme ça. Et après, ma mère, pendant le confinement, elle m'a dit tu vas lire ça. Et j'ai lu le 1. Et donc, j'ai dû lire tous les livres du 1 au 7 pour pouvoir ensuite les regarder. Oh, c'est très bien. Je félicite cette initiative. J'ai fini le 7, je crois, au début de l'année, cette année. Et voilà. T'as quel âge déjà, Nawel? 11 ans la semaine prochaine. Eh ben, bravo à toi, parce qu'à 11 ans, j'ai galéré à lire les premiers livres Harry Potter. J'aurais été incapable, je pense, de m'enchaîner les 7 livres. Bravo. Et de faire le podcast? Oui. Ah bah oui, mais il fait le podcast, t'as pas compris, j'étais prof. C'est lui qui a écrit tout le script, en fait, c'est ça. Mais t'as pas eu trop peur, en fait, de ce qui s'est passé à la fin et tout? Non, ça va. Et t'as vu tous les films? Oui. D'accord, ok. Ouais. T'as pas eu peur pendant les films? Non, ça va.
Bah ouais, 11 ans, Joli, bravo. joli. C'est vrai qu'on a eu déjà des témoignages d'auditeurs, auditrices jeunes, notamment récemment, qui disaient j'ai dû faire une pause parce que j'étais trop jeune en fait pour les films à partir du 3 ou du 4. Et toi, à 11 ans, t'as toute la collection, Nawel. J'avais 11 ans quand j'ai vu le premier film au cinéma et j'ai été terrifiée dans la forêt interdite. Et à la fin, qui êtes-vous, madame? terrible. Qui êtes-vous? Rendez le micro à Nawel. C'est mon moment de gloire. Merci, Nawel. Je pense qu'on peut l'applaudir encore. Merci beaucoup. Eh ben, on passe tout de suite à la volière et on a le temps, je crois. Hein. On a le temps pour une petite volière, il me semble. Je sais pas si on va faire tous les bouts de prévus, mais en public, c'est parti. C'est à toi de lancer, Marina. Ah bon? Oui. Bah non, on a dit que tu lançais. Bah non, c'est ton hibou sonore là. Ah ok. Nawel, reviens. Nawel, reviens, viens lancer le hibou. Et nous passons au premier hibou sonore, celui de Laura. Bonjour la fréquence, c'est Laura, je suis une fidèle auditrice qui vous écoute depuis la plus belle région de France, la Bourgogne évidemment. Tu vois, en plus c'est pour toi. Hein. Alors j'ai récemment acheté des places pour aller voir le ciné-concert à Dijon, bien sûr. Reclin d'œil à Marina. Le film, donc c'est Harry Potter et la Coupe de Feu, en ciné-concert. Alors c'est pas le film qui fait le plus l'unanimité, je le sais bien. Pour moi c'est un peu un hors-série en fait. On n'avance pas beaucoup sur l'histoire parce que pas mal de passages sont coupés, mais on a une petite aventure à la Hunger Games, et donc je me dis qu'en ciné-concert, avec notamment le bal des sorciers, la fin assez dramatique, ça peut être sympa. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et justement, je voulais savoir si vous aviez déjà vu ces ciné-concerts, et si c'est le cas, est-ce que vous avez aimé? Et à défaut, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et j'espère que vous allez continuer encore très longtemps avec ces podcasts que j'adore. Pas avec et je vous Marina, fais plein de bisous magiques. Alors non, on n'a pas vu et non, ça ne nous intéresse pas. Hibou suivant. Non, c'est vrai qu'on n'a pas vu, non. Non. Par contre, on a des amis qui ont été voir justement à Dijon le ciné-concert Prisonnier d'Azkaban. Ouais, Et je crois qu'ils ont été un peu déçus au niveau de la sonorisation. Apparemment, le Zénith n'était pas configuré pour un ciné-concert, en fait. C'est dommage. Et ils ont eu un peu l'expérience gâchée. Mais ça nous tente carrément d'aller voir un ciné-concert. Je sais pas si on avait Je vous le conseille. Moi, j'y suis allée donc je suis originaire de Bordeaux et j'y suis allée l'année dernière. C'était entre Noël et Nouvel An, donc déjà ambiance sympa. Et donc c'était le Harry Potter 3 avec du coup le Prisonnier d'Azkaban. Et en fait, j'y étais toute seule, mais j'étais plutôt bien placée aussi, il faut le dire. Et vraiment, pour ceux qui aiment la musique. Enfin, moi, je suis hyper attachée à la musique et clairement, j'ai versé ma petite larme quand il y a la scène avec Buck. Enfin, voilà, c'est juste énorme. Et vraiment, je le conseille à toutes les personnes qui peuvent le faire. Je regrette de ne pas avoir fait les premiers. À la fin de l'année, il y a le 4, pareil, à Bordeaux. Donc, c'est une plutôt bonne salle. Je pense que la sono était plutôt bien. Tu l'as vu dans un Zénith ? C'est pas un Zénith, c'est l'Arkea Arena. Ça s'appelle comme ça, sur Bordeaux. Et en plus, il y a une... Alors, je sais pas si je peux trop le dire, ça peut spoiler peut-être les personnes qui veulent aller voir, mais en fait, il y a une comment on appelle ça, une coupure, je me souviens plus du nom, une entracte. Une entracte. Et en fait, ça, on peut descendre, voir l'orchestre. On peut pas monter sur la scène, bien sûr, mais tu peux voir les instruments et c'est assez impressionnant. Enfin, moi, je n'ai jamais vu d'instruments comme ça, d'aussi proches et d'aussi près plutôt. Et vraiment, ça vaut le coup. Vraiment, je trouve que c'est joli à voir. Voilà. Ouais, j'ai très envie de le faire. J'aurais adoré voir le 3 en plus parce que je comprends ta petite larme et tout parce que la musique dans le 3, il y a beaucoup de scènes où ça devait être vraiment très chouette. Et personnellement, c'est mon préféré en livre et en film. Déjà, voir un orchestre philharmonique en temps normal, j'ai beaucoup été en voir à l'auditorium de Dijon.
notamment. Et déjà, rien que ça, t'as les larmes aux yeux tellement que c'est beau et c'est puissant. Alors, avec Harry Potter, j'imagine même pas. Mais ouais, effectivement, c'est un orchestre français qui fait cette tournée. Il s'appelle les Yellow Sox Orchestra. Et effectivement, donc, la Coupe de Feu commence en fin d'année et début 2025. Il y aura Toulouse, Bordeaux. C'est l'Arkea Arena, ouais, c'est ça. Tu vois, je l'ai là. Ouais, c'est chez toi. Il y a Nantes, il y aura Lyon, Dijon, le 4 janvier, Dijon. Et il faudrait qu'on note peut-être, 4 janvier, parce que je pense que c'est peut-être complet vite. Il faudrait qu'on regarde ça. Et puis Lille, ça c'est en janvier 2025. Il n'y a pas Normandie, malheureusement. Non. Lille, c'est pas très loin. Ouais, c'est pas très loin. Puis il y a 2 dates à Lille, les 11 et 12 janvier 2025. Et il faudrait qu'on fasse ça au moins une fois, et peu importe le film en vrai. Oui, carrément. Non, c'est vraiment chouette. Ils font ça aussi pour d'autres sagas. Et moi, ça m'intéresse pas forcément, mais je pense que ça peut être hyper intéressant. Et c'est pas fait à Paris parce qu'en fait, ils ont déjà tout fait et c'était avec un autre orchestre. C'était un autre orchestre. Et donc voilà. Ouais, bon, pour les Parisiens, tant pis pour eux. Ouais, non, mais c'est bien aussi des tournées en dehors de Paris. Oui, d'exporter en Provence aussi. Ouais, c'est très bien. Eh bien, on passe au prochain hibou. Celui-là nous a été envoyé par Ornella. Bonjour Jérémy et Marina, et à l'invité, s'il y en a un. Aujourd'hui, j'ai une petite question pour vous. J'aimerais avoir votre avis. Quelle a été votre plus grosse déception dans Harry Potter, les livres ? Pour pimenter un peu le débat, moi, ma plus grosse déception a été le fait d'apprendre que James Potter, le père de Harry, était un harceleur à l'école. J'ai trouvé ce comportement inadmissible. J'ai été très déçue car je le voyais comme un père assez idéal. Et en plus, ils ont formé une bande à 4 contre une seule personne. Donc la personne de Severus Rogue. Et j'ai trouvé ça assez lâche. Merci Ornella, je suis assez d'accord avec elle. En fait, mais c'est ça qui rend intéressant. C'est fait pour être une déception. Tout est bien et tout est mal. En fait, il y a toujours le gris dans Harry Potter. Et c'est Harry et les proches d'Harry lui présentent son père comme quelqu'un d'idéal. Et en soi, à la fin de sa vie, il a combattu le mal. Mais en fait, on découvre que son passé n'est pas si rose que sa ça. Jeunesse. En fait. Sa jeunesse, il a fait des erreurs, il a été harceleur. Et c'est là, en fait, où c'est comme dans la vie, on a des sentiments contradictoires, en fait. Et je trouve que c'est plutôt bien pensé, finalement. Ouais, et puis c'est fait... En fait, Harry, c'est fait pour qu'on soit déçu avec Harry, parce que Harry, là, il tombe de haut quand il apprend ça, en mode, il déteste tellement Rogue qu'il n'a jamais donné du crédit à ce que lui disait Rogue par rapport à son père, et il se rend compte que c'était pas que des mensonges. Et ça ajoute à la complexité de Rogue aussi. Et ça ajoute, aussi. Ça joue sur le personnage de Rogue. Bon, du coup, effectivement, toi, il y a une déception, Pauline, toi qui ressort plus qu'une autre. Alors, j'en ai plusieurs. En fait, j'aime pas ça, c'est nul. En fait, je n'aime pas Harry Potter. Je suis là parce qu'on m'y a traîné et voilà, c'est ça. Non, du tout. En fait, il y en a plusieurs. Donc, il y a eu Peter Pettigrew qui a vendu le nom des Potter à Voldemort. Ouais. Il y a ça. Les Maraudeurs un peu, mais comme elle l'avait... Enfin, voilà, je l'ai pas pris parce que ça avait déjà été dit. Et aussi, par rapport au tome 4, justement, c'est quand Ron a cru que Harry voulait vraiment qu'il soit champion. Alors que pas du tout, en fait, il l'a subi. C'est vrai que ça, c'est décevant de la part de Ron. Ouais. C'est ça, en fait. Et du coup, ils étaient plus amis. Enfin, c'était difficile comme période. Et je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Et décevant Ron, de manière générale. Ouais, on en a pas mal parlé récemment. C'est vrai qu'il nous a déçus. Moi, je vais pas argumenter plus que ça, surtout que je l'ai fait déjà à fréquence. Mais moi, c'est plus une frustration qu'une réelle déception. C'est tout le truc autour du miroir à double sens qui me frustre, me déçoit énormément, que ça soit dans le livre ou dans le film, parce que cet objet ne fait aucun sens, même dans le livre, alors qu'il est tellement important. Et voilà, je vais pas trop détailler, mais dans le film, c'est peut-être encore pire, parce que c'est un objet qui arrive dans le dernier film, dans la partie 2 des Reliques de la Mort. Le film commence comme ça, l'objet, on sait pas d'où il sort, et dans les livres, pour moi, il y a un vrai problème aussi avec cet artefact, que Harry l'oublie dans le tome 5, ok, mais qu'il pense... en gros, que ça rentre jamais dans son processus de culpabilité
quand ils le retrouvent à la fin du tome 5 et qu'ils se disent jamais « Mais pourquoi je n'ai pas utilisé ce miroir ? Pourquoi je n'ai pas utilisé l'objet que m'a donné Sirius ?» Pour moi, ça ne fait aucun sens. Il y a un vrai souci d'écriture autour de Ça, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, ce qui est bien pensé, c'est qu'on l'oublie avec Harry, en fait. Le miroir. En fait, c'est ça qui est bien fait aussi, c'est qu'on l'oublie avec lui. Mais c'est vrai, il avait le miroir. Et en fait, on se met à la place d'Harry en même temps, parce que nous aussi, on l'avait complètement zappé. En même temps, avec tout ce qui se passe dans sa vie, il peut pas... Mais je suis d'accord qu'avec toi, à aucun moment, il a eu des doutes sur... un sentiment de culpabilité, je suis d'accord avec toi. Ouais, et puis je vais pas plus développer que ça, mais rappelez-vous, dans le tome 5, il y a aussi un moment où Harry veut absolument parler à Sirius et il utilise la poudre de cheminette dans le bureau d'ombrage. Il le fait 2 fois, ça. Et la première fois qu'il le fait, il arrive à parler à Sirius. Il fait Square Grimoire, il tombe sur Remus Lupin, qui appelle Sirius, etc. Et là, jamais Sirius, il lui dit « Mais attends, je t'ai offert un cadeau à Noël dernier, pourquoi tu l'utilises pas ? T'es en train de prendre plein de risques dans le bureau d'ombrage et tout. » Sirius aurait pu y penser. Pour moi, c'est un vrai problème aussi là que Sirius lui dise pas. Il y a un vrai souci d'écriture. Je pense qu'elle a mal amené l'objet et dans les livres, c'est un peu bancal et du coup, dans le film, c'est encore pire. Mais voilà, c'est ma seule déception parce que l'histoire, il y a des plot holes dans Harry Potter, mais l'histoire se tient très bien. Et là, pour moi, c'est le petit grain qui vient un peu perturber l'engrenage bien huilé d'Harry Potter. Mais voilà, référence à, je sais pas, peut-être 2-3 épisodes où j'ai développé. Et moi, j'ai 2 déceptions, enfin plus, mais 2 déceptions qui concernent Lupin. Ma première déception, c'est à la fin du 3, quand j'apprends qu'il ne restera pas professeur. J'avais tellement envie de garder Lupin dans les autres tomes et d'apprendre à le connaître et voir évoluer ce personnage. La deuxième déception, encore avec Lupin, c'est alors ce qui est compréhensible quand on connaît sa psychologie, mais c'est son rejet de son enfant en fait d'être père. Oui, dans les reliques de la mort. Ouais, ça m'a tellement déçue de lui et en même temps, il est tellement pas en adéquation avec ce qu'il est. Et donc de se dire qu'il va donner sa tare, entre gros guillemets, à son enfant. Mais ça m'a tellement déçue de lui parce que je l'idéalise un peu, Lupin, en fait. Mais c'est comme Lupin, où on se demandait, on l'idéalise et en même temps, on se dit, mais à un moment, il n'a pas raisonné ses potes quand il harcelait Rogue et Petit Gros. Il n'est pas si parfait que ça, en fait. Il était un peu passif. Il était passif et parfois la passivité, c'est un énorme défaut aussi, en fait. Ouais, non, il est pas parfait. Après, avant, malheureusement, de disparaître dans la bataille de Poudlard, il revient auprès de Tonks. Enfin, il a aussi un arc où il y a un moment... le fait qu'il se fasse engueuler par Harry, disons-le comme ça le fait prendre revient, mais conscience. Pour mourir, ça m'a brisé. Ah oui, ça par cœur. contre c'est terrible. Hein, ça me... Et une autre déception, c'est qu'elle ait fait mourir Edwige. Voilà. C'est ça, c'est que en fait dans les déceptions, il y a un peu toutes les morts. Ah oui, mais alors je suis désolée, mais Edwige, c'est celle qui m'a le plus touchée. Peut-être parce que c'est la mort de l'enfance. C'est son entrée dans la magie. Ouais. Mais je vais pleurer. Je pense même au bout de 10 relectures, je pleure toujours autant à la mort d'Edwige. Les jeux, je me suis habituée. Surtout que ça passe comme ça. T'as pas le temps de comprendre ce qui se passe. Ouais. C'est ça, t'as pas le temps de comprendre. Tu relis à chaque fois pour être sûr. Et oui, le livre n'a pas changé au bout de 10 relectures. Oui. Imbibé de tes larmes. Mes larmes de sel. Je pense qu'on a le temps peut-être pour un hibou sonore encore. Ouais, prochain. Allez. Bah après, lequel ? Parce que je trouve que la pire peur, le dernier, est intéressant. Je sais. Tu veux qu'on lance celui-là de Gaëtan ? Ouais. Eh ben, on écoute Gaëtan et je crois Marceau aussi. Je crois que c'est commun. On écoute ça. Bonjour Jérémy, bonjour Marina. Voilà, on adore votre émission. C'est vraiment chouette. Continuez comme ça. Et puis, on vous fait un petit vocal cette fois-ci pour vous poser une question de la part de Marceau. J'ai une question. Qu'est-ce que ce serait la peur d'Harry s'il n'avait jamais vu un détraqueur ? Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je me demande combien d'autres vous en ferez de podcasts. Bisous. Allez, au revoir, merci beaucoup. Gros bisous. Tu m'as explosé. Pardon. Merci Gaëtan et merci Marceau surtout pour la question. Ça aurait été quoi la pire peur de Harry s'il avait vu les détraqueurs ? Moi, j'ai pas trop d'hésitation là-dessus, mais j'aimerais bien entendre votre avis d'abord.
Ah, toi, t'as vrai. Ouais, j'étais oui, curieuse bah, ouais. d'entendre ton idée. Ah bon, tu veux? Bah, pour moi, c'est Voldemort. Ah, tu penses qu'il aurait eu... Bah, c'est même ce qu'il dit à Lupin, je crois, quand Lupin, ils ont cette discussion-là entre deux. Il dit, j'ai d'abord pensé à Voldemort, et puis ensuite, je me suis souvenu du détraqueur dans Poudlard Express. Est-ce que ça aurait été vraiment ça? Je sais pas, moi, j'aurais pensé peut-être perdre ses proches, tu vois. Ron, Hermione, la famille Weasley. Perdre ses amis. Parce qu'au final, quand on voit dans le miroir du Riséd, c'est retrouver sa famille. Et donc, du coup, faire un parallèle par rapport à ça, de dire, oui, en fait, ses amis, c'est sa famille, en fait. Les Weasley, la famille Weasley, c'est sa famille. Et d'adoption, en fait. Mais du coup, perdre tout ça alors qu'il a jamais vraiment connu, oui, il va pas voir les Dursley comme ça. Mais oui, un peu comme du coup Madame Weasley, quand elle voit du coup ses enfants morts. C'est horrible ça. Et voilà, effectivement. Mais je pense. Après, en fait, tout dépend de à quelle période on imagine ça. Peut-être que Harry dans le 3, ça aurait été Voldemort, et puis Harry dans le tome 7, c'est le fait de perdre tous ses amis, quoi. Je pense que si son épouvantard, évidemment, peut changer, comme le miroir du Riséd peut changer, même comme son animagus peut changer. Donc, je suis d'accord avec vous. Il y en a un autre, en fait, toujours le moment un peu fun et rigolo que je peux rajouter, c'est le fait de ne plus être l'élu. Ah, tu penses? La peur de perdre. Mais est-ce que c'est pas un peu plus genre miroir du Riséd, ça, tu vois? Le fait d'être incognito, tu vois? Ah non, mais le fait de perdre sa popularité. Ah, de perdre, ouais. De ne plus être l'élu. Tu penses qu'il serait comme ça? Que finalement, il aime être l'élu? Ah non, mais c'est possible. Dans le 6, il y a un peu ça avec les filles et tout. Oui. C'est le côté. Mais Hermione, je suis l'élu. Voilà, c'est ça. Ok. Ah non, mais franchement, tu me déçois un peu. Autre déception, tu vois, Harry Potter. Je pensais que tu allais me faire une réponse plus extravagante que ça, je sais pas. Ok. Plus philosophique. Mais ravi de te décevoir. Plus serre d'aigle, en fait, au final. C'est ça. Je sais pas, je pensais que tu allais faire un débat philosophique et tout. Non, des fois, j'ai des réponses, tu vois, je fais pas forcément tout le temps des thèses sur mes réponses. Bon, en tout cas, c'est terminé pour cette volière et pour cet épisode spécial enregistré au bal des sorciers. Pour candidater à la volière, on vous invite à nous envoyer votre question vocale dans un message d'1 minute environ, si possible. Vous pouvez nous envoyer tout ça en message privé sur nos réseaux sociaux ou par mail. Tous les liens utiles sont à retrouver en description. Notre podcast est disponible à peu près sur toutes les applis d'écoute. Sur la plupart d'entre elles, vous pouvez noter avec des étoiles. N'oubliez pas d'en mettre un maximum si ce n'est pas encore fait, voire de commenter si c'est possible. Merci à Roxane, Edwige et Flo qui l'ont fait récemment sur Apple. Et à tous ceux qui commentent les épisodes sur Spotify aussi, bien sûr. On lit tout et on prend beaucoup de plaisir à le faire. Continuez s'il vous plaît. Sur YouTube aussi. Bref, c'est toujours agréable de mettre un nom ou un pseudo derrière les statistiques d'écoute. Et puis là, au bal, de vous voir en vrai, c'est trop cool pour nous. Donc voilà. Si notre podcast vous plaît, sachez que vous pouvez également le soutenir financièrement. D'ailleurs, on va faire passer un chapeau. Non, je plaisante. Je plaisante. La quête. On est dans une abbaye. Oui, c'est vrai. La quête et tout, c'est le thème, tu vois. Il y a les subs sur la chaîne Twitch de Jérémy, mais aussi et surtout sur notre Patreon qu'on vous invite à rejoindre. Pour 4 galions par mois, vous accédez aux épisodes quelques jours en avance et vous débloquez tous les aftershows qu'on enregistre à chaque fin d'émission. Même si vous êtes à jour, ça fait du contenu chaque semaine et c'est plutôt pas mal. Ça fait un petit bonus d'entendre nos voix un peu plus. Venez rejoindre notre serveur Discord aussi, c'est le meilleur moyen de garder contact. On a la preuve aujourd'hui avec Pauline et de parler avec d'autres auditeurs et auditrices. Justement, si vous voulez vous rendre à des événements Potterhead et que vous voulez vous constituer un petit groupe, le Discord, c'est la meilleure des solutions. Et aussi, c'est là-bas qu'on organise les candidatures pour les invités et les enregistrements aussi. Donc c'est une raison de plus pour nous retrouver là-bas. Je pense qu'on peut applaudir Pauline qui a été notre invitée. Merci. Et Océane hier. Bravo. Oui, merci. Ça t'a plu, Pauline? Oui, c'est un peu intriguant,
stressant, mais ça va au final. Et puis après, il y a une bulle qui se construit. On oublie le public et tous les câbles, tout ça. C'est toi qui ranges tout, on t'a pas dit? Ah, d'accord, ok. Je suis un petit elfe de maison, du coup. C'est ça. D'accord, ok. C'est dans le contrat que tu as signé avant la diffusion. Oui, c'est vrai. Et puis j'ai signé de mon sang, bien évidemment. Bien évidemment. Un serment inviolable. Absolument. Donc, non, voilà, c'est vraiment très, très chouette en public. Et puis, c'est une expérience, franchement, le bal des sorciers, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est une première. Ouais. Et c'est très intéressant. Enfin, le travail de Magical Event est assez fou. Et vraiment, je ne sais pas s'ils écouteront... Ce podcast, mais vraiment merci à eux pour toute cette organisation et d'avoir pu rendre tout ça possible et de vous avoir invité bien évidemment parce que vous êtes nos plus grandes stars. Voilà. Non mais clairement ils font un travail de malade, c'est une immersion de folie pendant 2 jours. Ils sont tous bénévoles, hein, c'est une association et leur implication est incroyable. Donc, merci encore à eux de nous avoir accueillis. Merci Magical Events. Merci Olivarius pour ton aide technique de la Gazette du Sorcier. Merci aux auditeurs et auditrices qu'on a vus hier, qu'on verra aujourd'hui. N'hésitez pas à venir papoter avec nous, c'est un plaisir. On a un petit stand en bas. Et merci encore Nawel pour le renommage du chapitre. Ouais, carrément. Et on termine sur la tradition, la fameuse tradition. On cite nos tipeurs et on les remercie chaleureusement. Bah voilà, il fallait que je bute pour la dernière partie. Merci à Corsetilou, Mugiwara, Lucie, Erol, Sophie, Aurélien, Dispirit, Bispac, Christelle, Kimi, Doc, James, Pamela et Chloé. Quant à nous, on se retrouve dans le cocon de notre studio habituel en pyjama. Voilà, souvent c'est comme ça. Ça sera pour le 26e chapitre de ce tome 4 d'Harry Potter qui s'intitule La deuxième tâche, bien sûr. À bientôt, merci beaucoup au public, merci au bal des sorciers et à bientôt tout le monde. Merci. J'entre à pieds joints dans mon bain de pensée. J'ai pris le temps de mouiller mon savon parfumé. Je laisse aller mon dos dans l'eau.